Et qu'est-ce que t'as foutu? Vous pouvez voir les belles chaussures. Les lacets, c'est des bouteilles. En plastique recyclé. T'as les Portugais, ils doivent dire qu'ils sont fous, c'est belge. Mais on a fait un brainstorming de tous les produits qui nous intéressaient et on pensait que ça allait être rapide. Et c'est pas cliché ce que je dis, c'est que c'est vrai. Et si t'as les moyens de le faire, que t'es encore jeune, autant lancer quelque chose qui t'excite. Si ça marche pas, tu passes sur autre chose. L'entrepreneuriat, tu l'apprends sur le terrain et tu l'apprends au fil du temps. C'est pas un long fleuve tranquille. Si tu veux lancer un produit qui coûte pas tellement en recherche et développement, t'as pas forcément besoin de beaucoup de fonds dès le début. Des fois, je réagis parfois trop à chaud. Moi, ce que j'aurais fait différemment, c'est déjà... Antoine, on est parti dans ce 29e épisode de Mind My Business. 29e épisode parce que t'as 29 ans. Ça fait 3 ans, j'attendais justement pour faire cet épisode avec toi, le temps que Balao explose bien. Balao, une boîte assez atypique, assez spéciale. Si vous regardez l'épisode sur YouTube, vous pouvez voir les superbes chaussures Balao, où la semelle est faite à partir de ballons recyclés. Une idée un peu de fou qu'Antoine a eue il y a quelques années. Il a vite créé son produit, arrivé à une boîte maintenant où il travaille encore dans une autre boîte en tant que salarié, où ils ont déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires pour leur première année de vente. Une histoire où il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va parler de la future levée de fonds de Balao, on va parler de toute l'histoire de l'idée, au prototypage, à la production, la commercialisation. L'histoire d'Antoine qui s'est associé avec une autre personne qui a rejoint l'aventure un peu par après, donc un petit peu toute cette dynamique, la décortiquer. Antoine qui était avant dans un club étudiant aussi pendant plusieurs années qui s'appelait YouStart, qui n'existe malheureusement plus en Belgique, qui a un peu mis les bases, les fondations, je pense, de ta carrière d'entrepreneur. Donc voilà, on va décortiquer un petit peu de tout ça. Est-ce que t'es chaud? Avec plaisir. Je suis très chaud, Sacha. Merci pour l'invitation. Je suis très content. Mais avant toute chose, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu t'es dit, je vais prendre des ballons et je vais faire des chaussures avec? Alors, l'histoire est longue, mais l'idée est née, on va dire, en 2023, autour d'un verre avec un pote, où j'étais effectivement rentré dans le salariat après mes études d'ingé de gestion classique. Et l'idée, c'était d'essayer de lancer un projet qui m'excite un peu plus à côté de le salariat classique du 9h à 17h. Et donc, tous les jours, je me disais que j'avais besoin de quelque chose en plus à lancer, ou en tout cas un projet à moi. Après 2 ans dans le salariat, alors. Après presque 1 an et demi dans le salariat. Donc, je suis sorti des études en 2021. Et puis, fin 2022, début 2023, j'ai commencé à réfléchir à cette idée. Et en fait, elle s'est développée autour d'un verre avec un pote où on s'est dit qu'on voulait lancer un projet, mais on savait pas trop dans quoi. Ça pouvait être un service ou donc, c'est venu déjà de la motivation de lancer un projet, pas forcément une idée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles. Il y a les gens qui ont une idée de malade, de génie, et du coup, ils ont envie de se lancer, versus j'ai juste envie de lancer un projet, on fait quoi? Ici, c'était beaucoup plus juste lancer un projet. On n'avait pas d'idée en particulier, et donc on s'est dit service ou produit. Et en fait, on avait envie de quelque chose de physique. Okay. Pourquoi? Parce que on trouvait ça plus intéressant d'avoir quelque chose en main, ou en tout cas voir un projet vraiment naître physiquement, alors qu'un service peut aussi être très excitant. Ça je dis pas le contraire, mais on avait envie de quelque chose en main. C'est marrant, tu parles à quelqu'un de full tech où il y a rien de physique, rien de concret entre guillemets, donc c'est intéressant. Ouais, et puis alors on a commencé à discuter de projets, mais plus dans la durabilité, parce qu'on savait aussi que c'est nécessaire aujourd'hui de lancer quelque chose qui a du sens. En tout cas pour nous, c'est dans nos valeurs, du sens au niveau éthique, mais aussi au niveau écologique. Et donc on a commencé à réfléchir des idées autour de ça, d'essayer d'avoir un impact aussi quand même sur l'environnement, mais aussi au niveau social. Et donc, on a commencé à réfléchir à un produit dans la mode. C'est venu un peu de nulle part. Moi, si ça pourrait être excitant de lancer une marque de vêtements, mais pour nous, c'était trop compétitif, trop concurrentiel. On voyait pas comment on pouvait se distinguer. Et oui, les chaussures aussi, à la base, oui. Ça reste quand même un marché compétitif. Hein. Effectivement, mais... Et donc, les chaussures étaient un peu à mi-chemin entre un produit physique et un produit où vous pouviez avoir un impact environnemental. Ouais, et en fait, l'idée est venue du fait que... ça, c'est un conseil à ceux qui veulent se lancer, mais on a fait un brainstorming de tous les produits qui nous intéressaient. Pas que des chaussures, mais ça pouvait être des marques de vêtements, mais on a regardé en fait tous les produits qui pouvaient nous intéresser. On a même pensé aux montres, etc. On a pensé aux montres et autres. Ça pouvait être tout type de produits. Juste, on a fait une liste de ce qui nous excitait le plus, puis on a commencé à éliminer au fil des semaines. Et on a brainstormé aussi sur ce qui marchait en termes de produits sur le marché au niveau mondial, mais aussi au niveau européen et belge. Donc là, tu as fait le bon consultant à ce moment-là. Ouais, on a regardé un peu ce qui marchait bien. Qu'est-ce qui faisait qu'à chaque fois vous éliminiez une idée par rapport à soit on pensait qu'il n'y avait pas assez d'attractivité, ou alors pas assez d'impact. Comment on évalue un peu ça? Comment on peut se dire, les montres, pas chaud, mais les chaussures, ouais. En fait, c'est surtout par rapport aussi à la complexité. On voulait lancer quelque chose qui était assez rapide à faire, entre guillemets. On pensait que ça allait être rapide.
C'était pas forcément le cas avec les chaussures au final, mais on s'est dit allez, ça peut être quand même un produit qui peut te lancer en quelques semaines, contrairement à un produit dans la pharmaceutique ou autre, où tu dois quand même prendre quelques années de recherche et développement. Ici, on s'est dit que ça pouvait être plus rapide de lancer une marque de chaussures. Et pourquoi la marque de chaussures? En fait, on s'est aussi intéressé à ce qu'on aimait bien nous. Donc dans le sport, on a regardé ce qu'on kiffait comme sport, on a regardé dans le foot. Et qu'est-ce qu'on a regardé dans le foot? C'est surtout les déchets et tout ce qui se faisait de manière malsaine dans ce sport-là et comment on pouvait avoir un impact dans un sport qu'on aime. Donc je t'ai dit, on a fait une liste des projets qu'on voudrait lancer, mais aussi nos passions et nos hobbies. Et on essaie de aller lier tout ça pour essayer de créer quelque chose parce qu'on s'est dit, allez, si on lance quelque chose, autant le kiffer. Et quand on a regardé dans le foot ce qui se faisait en termes de pollution et en tout cas d'impact, il y a pas mal de déchets qui sont générés dans tout type de sport, mais surtout le foot. Et là, on a regardé au ballon de foot. C'est venu un peu de nulle part, mais on a vu qu'il y avait pas mal de ballons de foot qui étaient abandonnés. Il y a Même si combien de mois entre le verre avec cet ami et il y a beaucoup de ballons de foot crevés? Ouais, quand même quelques mois, je dirais 3-4 mois, dans le sens où quand on a eu cette idée, qu'on a pas mal réfléchi, euh, ben, on s'est dit après 3-4 mois qu'on allait aussi rejoindre le Start Lab Bruxelles, un incubateur pour avoir plus de structure et de coaching. Parce que même si on vient d'études un peu d'ingénieur de gestion commerciale, on s'est dit on n'est pas non plus des experts d'entrepreneuriat. Je connais rien à l'entrepreneuriat avec les études. Ouais, vraiment, c'est pas ça qui va t'apprendre à lancer une entreprise non plus. Ça t'aide, mais c'est pas ça qui est le support générique. Et donc le startup nous a aussi appris à faire ces études de marché, à savoir que le produit pouvait marcher. Et on s'est lancé dans les chaussures, on va dire durables, parce qu'on savait que c'était porteur. Il y a toutes les marques comme VGA, etc. On pourra en parler, mais qui marchent très bien. En Belgique, il n'y a pas vraiment de marque belge qui faisait ça. Donc aussi, on s'est aussi basé là-dessus. Tu déconstruis directement quelque chose, c'est l'idée que pour rejoindre une structure, rejoindre un incubateur, il faut déjà avoir un produit, il faut déjà avoir lancé son entreprise. Je trouve que c'est un mythe que beaucoup de gens ont, Ouais, alors que justement, le gros intérêt de ces structures-là, c'est au tout début, justement, nous guider vers un product market fit. totalement. Juste avoir une idée comme ça de base, mais tu dois pas arriver avec un business model construit et un produit qui est déjà fait. Moi, les ballons n'existaient pas quand je suis entré dans le Startlab. Mais grâce à eux, on a su faire une étude de marché, on a su trouver le bon fabricant. Ils nous ont pas trouvé le fabricant, mais ils nous ont appris à trouver, à trouver la manière de le faire. Et je pourrais t'expliquer comment on a trouvé le fabricant, etc. Euh, en Mais je tout cas, suis, voilà. je suis déjà impressionné par le fait que Après, voilà, c'est ça plutôt, je veux tendre vers ça. C'est un peu le passif entrepreneurial que tu avais eu. Il y a une question que j'aime bien poser. Je pense que ça sera même avant Ustart, du coup. C'est quoi pour toi la première expérience qui s'apparente à de l'entrepreneuriat dans ta vie? Donc il y a des gens qui vont me dire, ouais, j'ai créé une communauté sur Dofus. Il y a un autre mec qui va me dire, j'avais mon clan sur Clash of Clans. C'est quoi un peu les premières choses qui, dès le plus jeune âge, un peu montrent, ah ok, mais j'aime bien l'entrepreneuriat, j'ai un peu une tendance à ça. Toi, t'as une idée? Je sais pas, les Américains, ouais, ils ont vendu une citronnade quand ils avaient 11 ans. Ouais, ouais, Toi, c'est quoi la version Antoine de ça? Alors, la version Antoine, je dirais que et c'est avant que je rentre dans Start, et ça fait pas cliché non plus, mais j'ai refait ma réto aux États-Unis. Voilà, je suis sorti de réto comme beaucoup de Belges font aussi. J'ai été refaire ma réto aux États-Unis, parce que j'ai toujours été intéressé par ce pays. Où ça, du coup? Au Michigan, c'est près de New York, c'est un état dans l'Est. J'ai étudié en Ontario, au Canada, à un moment. Ah, ok, J'ai fait un échange là-bas. trop bien. Je suis allé souvent au Michigan. Ouais. Ah, bah voilà. C'est là où il y a Détroit, non? Ouais, c'est ça, c'est un peu la capitale du Michigan. Et donc, j'ai passé un an là-bas, ça m'a totalement transformé au niveau T'étais à Ann personnel. Arbor? Quoi ça? T'étais dans quelle université? J'étais pas dans une université, du Ah, coup, ok. j'ai fait programme high school. Oui, ok, ok. J'ai vraiment refait lycée classique comme dans les films. J'ai refait ma réto T'avais là-bas. ton casier dans les couloirs. Ouais, j'avais le casier dans le couloir. Et à ce moment-là, avant que je parte, je m'étais dit, ouais, je vais peut-être faire un jeu de gestion, ça m'intéresse, mais de manière générale, pas comme ça, mais voilà. Et en fait, quand j'ai été là-bas, même si j'étais dans un programme high school, la mentalité des Américains est totalement différente. Il y a cette mentalité de vouloir lancer quelque chose, même si ça peut partir en échec. C'est beaucoup moins tabou. Comme on le sait déjà, enfin, la culture entre les États-Unis et la Belgique est totalement différente. Et le fait de vouloir se lancer et lancer n'importe quel type de produit, enfin, quand je voyais les gens faire ça aux États-Unis et se dire, même si on rate, on s'en fout, bah, c'est quelque chose qui m'inspirait énormément. Ouais, qui n'existe pas trop ici, où il y a la peur de l'échec, la C'est peur ça. de... Et quand tu rates ici, c'est des règles plus mal vues et voilà, en tout cas, il y a plus de gêne
Et je pense que ça retient aussi beaucoup de gens de vouloir lancer quelque chose ici parce qu'on a peur après de la vision des gens, etc., ou de ce que peuvent penser ton entourage. Alors quelqu'un Mais il qui est faut dans pas du tout. l'entrepreneuriat, un investisseur ou autre, il va plus faire confiance à quelqu'un qui a raté 3 fois que quelqu'un qui C'est a jamais ça, raté, quoi. complètement. Et donc, clairement, moi, c'est déjà un conseil que je donne par rapport à ça, c'est qu'il faut oser se lancer et qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est pas cliché ce que je dis, c'est que c'est vrai. Si tu as les moyens de le faire, que tu es encore jeune ou si tu as pas trop de responsabilités, autant le faire, autant lancer quelque chose qui t'excite. Si ça marche pas, bah, tu passes sur autre chose. Faut pas non plus traîner sur le même projet. Si tu sens que ça marche pas à un moment donné, il faut partir sur autre chose. C'est ce que je me dis aussi avec Balao. Hem, Nous, pour le moment, ça marche bien, Ça va, ouais. heureusement. Mais si ça marche plus à un moment donné, il faut pas hésiter à passer sur autre chose, mais au moins tu lances quelque chose qui t'excite. Après, il y a des gens qui sont aussi, faits pour avoir un job, routinier, il y a pas de souci pour ça. Ou un job qui est plus corporate et il y a aucun jugement là-dessus. Mais pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut pas avoir peur du jugement des gens, quoi. Je me permets d'interrompre ce super épisode pour vous parler d'une chose, c'est le fait que quand on développe une entreprise, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, et en tant qu'entrepreneur depuis plus de 5 ans moi-même, j'ai fait cette erreur d'avoir plein d'outils éparpillés, plusieurs sheets Excel ouverts, un Drive, une campagne marketing sur Mailchimp, un peu de tout, et la bonne nouvelle c'est qu'en Belgique, on a un ERP, on a un outil tout en un qui nous permet de gérer tout le fonctionnement de notre entreprise de manière digitale, centralisée au même endroit. Cet outil est très connu, c'est Odoo, mais soyons honnêtes, le problème avec Odoo, c'est que ça peut être technique, ça peut être chronophage de le mettre en place. On n'a pas toujours envie ou le temps de le faire. C'est là qu'il y a des boîtes qui viennent implémenter Odoo, donc ça veut dire vraiment de A à Z comprendre le processus, le fonctionnement actuel de notre entreprise et venir nous délivrer une solution tout en main sur Odoo. C'est ce que fait Ignitia, donc l'entreprise Ignitia.be avec ses fondateurs Charlotte et Thierry, qui sont d'ailleurs très sympathiques. Ils viennent analyser vos processus, analyser votre entreprise pour vous proposer la meilleure solution Odoo tout en un. Également, il y a quelque chose qui est encore très peu connu, mais en 2026, toutes les factures B2B devront passer sur une plateforme centralisée qui s'appelle PayPal. Et encore une fois, Charlotte et Thierry viennent vous implémenter celle-ci via Odoo. Je vous mets toutes les informations dans la description et on repart dans l'épisode. Merci à vous. Avec ton implication pendant plusieurs années dans... Attends, je t'ai pas fait finir ton histoire sur les US d'ailleurs, donc Ouais. je vais revenir à ça. Pas de souci. T'inquiète. Mais j'allais juste En tout cas, les US de base m'ont vraiment inspiré à entreprendre et à vouloir lancer un projet, de cette mentalité de pas avoir T'as peur lancé d'échec. un truc directement ou c'était plutôt une question de mentalité, une question... C'était pas directement, parce que du coup, je suis rentré dans l'UNIF, mais je me sentais pas assez mature à 18 ans, quand je suis revenu, 18-19 ans, de vouloir lancer une entreprise, même si ça trottait dans la tête. J'avais aucune idée à ce moment-là de. Après, ça peut pas être une entreprise. Ça peut ne pas être une entreprise. Ah oui, clairement. Après, manager Ustart, président Ustart, c'est un peu manager une C'est entreprise ça. aussi. Donc. Et donc, la forme d'entrepreneuriat que j'ai eue, c'est rentrer dans Ustart. Tu parles de cet aspect corporate-là. Ouais. Pourquoi, avec ton attrait pour l'entrepreneuriat et ces années-là, tu t'es d'abord lancé dans le corporate au lieu de peut-être lancer un projet directement? Parce qu'il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Hein. Il y a l'école qui disent, ouais, faut un peu se faire les mains dans un travail et puis après passer sur de l'entrepreneuriat. Et l'autre école qui dit, bah, de toute façon, ça sert à rien, l'entrepreneuriat, il faut le faire pour comprendre. Tu fais partie de quelle partie? Moi, je suis totalement d'accord de dire que tu n'as pas forcément avoir besoin d'une expérience corporate. Je pense que l'entrepreneuriat, tu l'apprends sur le terrain et tu l'apprends au fil du temps. Donc, tu n'as pas besoin d'une entreprise, enfin, tu as besoin d'avoir une expérience en entreprise pour pouvoir se lancer. Moi, je me sentais pas assez prêt, j'avais aucune idée en fait. J'ai jamais eu l'opportunité, je pense pendant mes études où je me suis dit aussi: «Il y a le confort» et j'ai pas mal de mes potes qui partaient vers la consultance. Tu as le job, un peu rêvé qu'on t'offre en sortant d'études avec un package et cetera et donc j'ai été pris vite là-dedans, mais ça m'intéressait quand même. J'étais quand même pris entre les 2. De nouveau, je ne juge pas du tout le monde corporate et je travaille encore aujourd'hui. Mais, mais à ce moment-là, je me sentais pas prêt, j'avais pas forcément d'idée, claire et nette. Donc j'ai juste continué de manière, on va dire, normale en sortant des études vers un job, corporate, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 3 ans d'implication et de job dans un club étudiant où tu as pu vraiment être au contact des entrepreneurs, au contact de la réalité entrepreneuriale? Parce que le problème, bien souvent, j'ai l'impression, c'est un peu le décalage avec ce qu'on voit, ce qu'on entend versus bah, vraiment comment ça se passe sur le terrain. Toi, ça a été quoi un peu tes révélations quand tu avais 19-20 ans, enfin 20 ans plutôt, Ouais. que tu avais passé un an aux États-Unis, de dire, ah ok, putain, c'est comme ça en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi un peu? Bah, le Ustart, j'allais dire Start Lab, ça c'est après, mais Ustart, le club d'entrepreneuriat, ça m'a appris à justement, comme tu dis, rencontrer les entrepreneurs, voir ce qu'ils ont vécu comme obstacle, comme échec, et aussi se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, où ta boîte, elle va faire ça et tu vas d'office croître tout le temps.
ton stade émotionnel, il part dans tous les sens tout le temps. Ça, je l'ai appris aussi via Ustart parce qu'on organisait énormément de conférences. Enfin, tu le sais, vu que tu y étais aussi. Le premier Startup Game, c'était vous? Premier Startup Game, c'était nous aussi. Ouais, j'étais manager events l'année d'après. Du coup, je fais 3 crises cardiaques les semaines avant. c'est sûr. Bah, il y a eu énormément d'ambition derrière ce projet, mais c'est cool que ça a continué. Malheureusement, Ustart n'existe plus, mais le Startup Game, c'était une belle ambition. Et C'est un business game orienté pour les startups, où c'est les startups qui viennent et qui ont un cas adapté aux startups, quoi. Donc c'est c'était pas. du use case que les startups donnaient, que les participants devaient résoudre. Vous, c'était WooClap et Tyro, je pense. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, big up à WooClap qui vient aussi de lever récemment une très grosse levée de fonds. Mais sinon, à côté de ça. Et Tyro qui a fait faillite. Ah ouais, ça c'est encore autre chose. C'est Ça fait partie de Laurent l'entrepreneuriat. qui a repris Ouais. Volt, du coup. Ouais, c'est ça. Avec sa C'est belle ça. moustache. Oui, avec sa belle moustache. Mais du coup, ouais, Ustart, je dirais que c'est les conférences, le fait d'entendre ce qu'eux, ils ont vécu. Et donc, en fait, ça m'a appris dans ma tête à construire déjà un modèle d'entreprise que je pourrais lancer et de me dire, OK, basé sur ce que eux ont vécu comme échec ou ce qu'il faudrait pas faire, j'ai pris ça en compte, j'ai écouté. Et évidemment, ça m'a énormément inspiré de me dire, en fait, c'est si eux, ils ont lancé ça si jeunes, tous ces entrepreneurs qu'on interviewait et autres, pourquoi pas moi? Et donc, en sortant des études, je me suis dit, bah, je vais d'abord quand même travailler. Parce que de nouveau, je disais, j'étais quand même intéressé par avoir un premier job. Et juste pour un peu tâter le terrain, en fait. J'avais pas forcément d'urgence à vouloir lancer une entreprise, mais ça me restait dans la tête. Mais donc les 2 points, c'est vraiment cette partie-là mindset, de te dire, OK, bah, c'est pas toujours facile, ça peut être dur, et que ce soit via Ustart ou ça se passe pas bien avec un événement ou autre, t'as un peu cette capacité à réagir, cette capacité à survivre un peu parfois quand c'est compliqué, et ce fait de voir un peu comment les entrepreneurs se vivent. Mais après, je pense que entre voir les échecs, écouter les échecs et après les vivre soi-même, il y a quand même une grosse Ouais, c'est différence. totalement différent. Ouais. Il Totalement. y a une partie de réseau aussi qui a été intéressante, je pense, peut-être. Ouais, en tout cas, voilà, Ustart, moi, je conseille à n'importe qui, si t'as un club ou en tout cas un business club qui pourrait t'inspirer à entreprendre, rejoins-le, surtout si ça te coûte pas grand-chose. Ici, moi, c'était une sorte de hobby que j'avais sur le côté, d'être dans ce club d'entrepreneuriat à côté de mes études. Et, et après, bah, comme je t'ai dit, je suis sorti des études, j'ai commencé en tant que consultant, donc dans l'IT et la finance, pendant 1 an et demi. Et c'est pendant cette année-là que j'ai eu le déclic de me dire que c'est pas un truc qui est fait pour moi. Même si, de nouveau, je juge pas, mais je me voyais pas là-dedans. Je rentrais chez moi à chaque fois. J'ai l'impression que c'était la même journée qui se répétait tout le temps. Et ce côté routinier, ça fait pas partie de ma personnalité non plus. Bah là-haut, c'est tout l'extrême, je suppose. C'est ça. Et donc, quand on a eu l'idée, comme je t'ai dit avec mon pote, c'est à ce moment-là, ça a commencé à me booster. Je me dire, OK, il y a quand même quelque chose à faire. Le Start Lab nous coachait, nous motivait beaucoup. Donc, grâce à eux, on a pu construire un business model, développer le produit. Et puis, comme je t'ai dit, je sais pas si je vais déjà parler de l'historique, mais Vas-y. fin 2022, début 2023, donc c'est à ce moment-là qu'on est rentré au Start Lab. Et quelques mois plus tard, c'est là que j'ai commencé à chercher un fabricant. Et j'ai fait comment? En gros, j'avais en contact d'autres marques de chaussures bruxelloises qui s'étaient lancées, dont une marque qui s'appelait Norm Bruxelles. Et eux produisaient au Portugal. Nous, on visait une production européenne. On avait tout un modèle donc durable, mais on voulait aussi produire de manière locale, entre guillemets. Donc on a regardé les pays qui étaient un peu pionniers dans la mode et surtout où le coût de fabrication est quand même moins élevé qu'en Belgique, par exemple. On n'a pas choisi la Belgique parce qu'ils font pas de sneakers non plus. Donc on est resté en Europe et cette marque Norm Bruxelles m'a conseillé justement d'aller au Portugal. Ils avaient un sort de réseau, en tout cas ils nous ont conseillé de voir comment on pouvait approcher un fabricant. Et nous en fait on traite avec un agent parce que les ateliers qui fabriquent les chaussures là-bas, ils parlent souvent ni français ni anglais. Et donc du coup tu passes par un agent T'as pas pris le portugais intermédiaire. pour produire des chaussures. Non. Et comme on savait qu'on allait au Portugal, moi j'ai commencé à chercher sur LinkedIn au culot des agents footwear. Ça existe des footwear spécialistes. Okay. Et donc eux ils te font le mettent en lien. relation avec Ils font le lien entre ceux qui ont l'idée de vouloir faire une marque de chaussures et les fabricants. Parce que les fabricants, eux, ils sont sous-traitants. Une question, au moment où tu pars sur cette production, qui va prendre du temps, l'investissement en temps et en argent, t'avais une conviction que ça allait marcher, mais est-ce que tu avais validé un peu des choses? Est-ce que tu avais testé? Comment tu savais que ça allait potentiellement avoir un impact de faire des chaussures avec des ballons de foot? Ouais, en fait, avant de lancer la première production, le premier prototype, etc., on a testé avec des designs graphiques, juste des bêtes dessins. On avait déjà lancé nos réseaux. Okay. Et en fait, avec les designs qu'on avait juste virtuels, on a commencé à sonder les gens qui nous suivaient.
Et en fait, c'est l'étude de marché qu'on a fait de manière gratuite. C'est quand même demandé à un maximum de gens ce qu'ils pensaient des designs qu'on avait virtuels. Et puis on a su de fil en aiguille arriver à un design qui plaisait. Et à côté de ça, on regardait aussi la faisabilité de réutiliser des ballons de foot. Ça n'avait jamais été fait. En tout cas, le fabricant portugais qu'on avait trouvé, et on avait regardé partout en Europe, il n'y avait aucune marque de chaussures qui était faite à partir de ballons de foot. Donc c'est aussi ce côté innovant qu'on s'est dit, il y a quelque chose. Café, ouais. Et puis après, le design qui a été confirmé au final par la petite communauté qu'on avait, c'est d'aller, on va essayer de lancer quelque chose quand même. Et basé sur cette confirmation, ben, on s'est dit, on va essayer de partir sur un premier prototype. Est-ce qu'il y avait un peu une waiting list ou des... Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'entends ça plusieurs fois, où, ok, il y a plein de gens qui sont chauds, mais au moment où il faut mettre la carte, il faut acheter le truc, il n'y a plus personne. Comment vous saviez que cette passation allait se faire correctement? Ça, on le savait pas direct si on allait vendre. Ça, c'était le gros risque. Mais donc, du coup, oui, on a fait un premier prototype, etc. Après, on n'a pas mis énormément forcément de fonds nous-mêmes. Vous avez pu produire en petite quantité? Ouais, et surtout, bah, ce que je conseille, c'est que nous, on avait un business model par précommande. Donc, on n'a préfinancé aucun stock. Ce qui nous a coûté, c'est juste les prototypes. Là, c'était l'histoire de 200-300 euros à Soit les peine. précommandes comme ça, c'est un espèce de crowdfunding, entre C'est guillemets. ça, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux lancer un produit qui coûte pas tellement en recherche et développement, par exemple dans la mode, comme une marque de vêtements ou des chaussures, bah, t'as pas forcément besoin de beaucoup de fonds dès le début. Donc, de nouveau, ça, c'est aussi un mythe de se dire qu'il faut énormément de capital pour lancer un projet comme ça. Pas forcément. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai eu l'idée aussi de contacter un maximum de médias belges parce que je me dis, l'idée est quand même innovante. Il y a moyen que ça intéresse. Mais de nouveau, j'ai été au culot à contacter des journalistes sur LinkedIn. Moi-même, je me suis dit: «OK, il y a moyen que ça marche» et en fait, il y en a un qui a été intéressé, puis un deuxième et une fois que c'est sorti, ça fait un peu un effet boule de neige. Une fois qu'il y a eu 2-3 articles, on a été invité à la télé et cetera. Tu cherches tous les... C'est intéressant. Comment on passe dans la presse si on est une start-up Ah et OK. qu'on fait très peu de thunes et qu'on n'est pas connu? Comment on fait? Bah, de nouveau, je t'ai dit, essaie de contacter, pour moi, sur LinkedIn, tu trouves des Et dans la barre de journalistes. recherche, la Libre, Echo, Ouais, tu... tu mets la lib, tu trouves les journalistes qui sont derrière et tu essaies de contacter. Ils sont souvent aussi spécialisés dans certains secteurs. Il y en a dans l'innovation, dans la durabilité, c'est ce que je visais. Ok. Et donc, je vise des profils un peu stratégiques. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, on a été contacté par d'autres journalistes parce qu'on était passé dans d'autres médias. Et en fait, cette campagne a été plus ou moins gratuite. Et cette campagne médiatique a aidé à notre première précommande à avoir beaucoup plus de visibilité, alors qu'on n'était pas du tout connu. Et en un mois, on a vendu plus de 200 paires. Évidemment, la première vente, tu sais, c'est plus famille, amis, etc. Donc, de nouveau, c'était pas représentatif. Même si on a vendu, j'étais là, ok, mais il faut quand même beaucoup plus de gens. Et t'es passé dans la presse avant de commencer à vendre, alors? Ouais, Ok. Et t'es passé dans des presses de durabilité, alors? le prototype était là, le modèle était là, mais on n'avait pas encore vendu. Et t'as pu passer dans des presses de plus durabilité, plus éco, ou t'es passé Ouais, dans ben des on grosses passait. presses? Les premiers médias, c'était l'Avenir, puis après, ça a fait Trends Tendance. Et Et le l'Avenir Trends, faisait. l'avenir, c'est toi qui les as contactés pour expliquer un peu ce que tu fais et Ouais, voir si ça les intéressait. ouais. Ok, cool. J'ai direct contacté un journaliste qui a fait un article déjà un peu sur un projet durable, projet sustainable. Ce serait quoi un peu ton conseil général vis-à-vis de la presse et l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un truc à faire trop tôt, Je dirais que c'est pas nécessaire dans toutes les entreprises ou tout type de secteur. C'est un beaucoup marketing Mais gratuit, c'est un hein. beaucoup marketing gratuit. Après, ça dépend le média aussi que tu vises. Il y a des médias, on dirait entre guillemets, plus sérieux ou qui ont besoin de. Euh, je vais pas forcément citer de nom de presse, mais qui ont besoin que tu sois beaucoup plus lent en chiffre d'affaires, ou que tu es déjà levé, que tu sois un peu plus sexy sur papier. Alors qu'il y a d'autres médias plus locaux qui sont prêts à faire un article sur un premier produit. Euh, mais nous, c'est sur le côté, le fait qu'on réutilisait ballon de foot, hein, comme ça, c'est jamais venu nulle part, Bah, en vrai, qui a attiré. c'est chouette comme titre. Ça a attiré énormément. Et donc voilà, après, les médias télé, etc., bah, ça, il y a moyen aussi d'avoir un reportage sur toi, mais évidemment, il faut que ton projet, il est quand même, ils sont un peu développé un minimum. Moi, je voulais pas arriver de manière amateur aussi à la télé, mais par exemple, pour des médias plus locaux comme l'Avenir, bah là, il y a moyen déjà d'avoir un article assez facilement si le journaliste est intéressé, quoi. C'est local de où, l'avenir? C'est l'Avenir Bruxelles. Et il y a Quand je dis un local, avenir dans chaque région, en je fait. pense qu'il y a l'Avenir Brabant-Wallon aussi. L'avenir, ouais, peut-être Edo, voilà. Donc ton conseil général, c'est au début de son projet, trouver un peu les journaux locaux pour justement avoir un petit peu Ouais, je de pense. traction et passer dessus. Et puis quand ton projet existe vraiment et qu'il a un peu de traction, essayer de contacter des médias plus nationaux, je veux dire. Euh,
Et puis voilà, et puis ne pas hésiter à aller au culot et contacter directement des journalistes via LinkedIn comme je l'ai fait. Et je le fais encore aujourd'hui pour les partenariats. Ça, je pourrais t'expliquer. Mais, c'est quasi mon seul canal de recherche de clients, en fait, de prospects. C'est que LinkedIn presque. De prospect des chaussures ou pour les De partenaires? leads pour les partenaires Ouais, pour les partenaires. B2B. Ok. Euh, Parce que je suppose vos clients retail, c'est via je sais pas, des pubs, du bouche à oreille. Retail, c'était. Parce que là, on est chez Magnette, du coup, en magasin physique. C'est une chaîne de magasins de Mais chaussures. voilà, vos ventes e-commerce, Ouais. c'est via de l'ADS, via du bouche. Ah, ouais, ça, c'est encore autre chose. Le marketing qu'on fait avec, pour le e-commerce, là, on fait essentiellement ouais, Facebook Ads, Meta, donc Insta aussi. Euh, et puis, on produit du contenu, mais c'est surtout Facebook Ads qu'on utilise. Et puis, on utilise aussi, maintenant, on optimise le SEO et on fait quand même pas mal de digital marketing Grâce à ton avec plus de associé, budget. Ouais, qui est chaud là-dedans. qui est plus expert là-dedans. Euh, donc voilà. Comment on prototype une chaussure? Il faut engager un designer pour les chaussures? Comment on fait? Très bonne Quand question. t'appelles le portugais, il faut faire la chaussure, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, quand je te parlais des dessins qu'on avait sondés auprès de la communauté, moi, c'était venu d'un dessin que j'avais dessiné moi sur une feuille dans ma chambre, dans ma coloc à Woluwe, euh, où j'avais fait un bête dessin, ça ressemblait à rien, c'était hyper moche, mais j'ai encore le dessin aujourd'hui. Euh, Ce qui est un peu beau Tu dans l'as encadré l'histoire, dans le salon c'est ou du pas? storytelling Pour quand la même. success story, Ouais, ouais, ouais. Et à partir de ça, ben, j'étais là, ok, ben, il faut quand même que ce soit représenté de manière graphique en 3D ou que ça ressemble à quelque chose. Donc j'ai d'abord contacté un pote, et ça c'est aussi un conseil, c'est de voir dans ton entourage si tu as quelqu'un qui est un peu expert dans ce que tu as besoin. Et lui, il était graphiste designer. Il m'a aidé à essayer d'avoir un premier modèle de manière plus graphique et 3D. On a su développer quelque chose, mais c'était pas encore assez pro pour moi. Et le fabricant derrière, il a besoin de fiches techniques précises. Où c'est là où je te dis comment concevoir une chaussure, c'est que ça part d'un dessin 2D, puis après ça part en 3D, mais sauf que tu dois en fait spécifier chaque matériau. Et donc tu as besoin de fiches techniques précises. Ce que t'envoies à l'usine, c'est un format attendu en Ouais. 3D avec toutes les dimensions, les designs et les matériaux. Ouais, pas forcément en 3D, mais tant que chaque matériau, tant que tu as la chaussure dans tous les angles, c'est bon pour le fabricant, mais il faut que chaque matériau soit précisé. Et puis les mesures, de manière générale aussi. Et donc moi, je me suis dit, ok, j'ai maintenant ce dessin 3D qui est fait par mon pote, comment je vais pouvoir produire des fiches techniques. On m'a conseillé après ensuite que je pouvais utiliser Fiverr, qui est une plateforme où tu trouves plein d'indépendants, comme tu sais. Après, des fois, ils viennent de pays lointains, à voir si au niveau des salaires, etc., c'est bien payé. Moi, j'essaie de viser quelqu'un qui n'était pas trop loin de Blabla Belgique, qui avait un salaire décent. Mais c'est quand même intéressant parce qu'ils ont quand même des. Allez, c'est des missions qui coûtent beaucoup moins cher que des particuliers en Belgique qui peuvent coûter très très cher. Donc, je suis parti sur Fiverr et j'ai fait un premier design 3D où il y a vraiment des designers spécialistes 3D qui font des trucs. Et donc, j'ai balancé le dessin que j'avais de mon pote et j'ai reçu un design pour 200-300 € en 3D de Balao. Et j'ai donné ça au fabricant qu'on avait trouvé. Et grâce à ça, ben, on a commencé à discuter avec le fabricant, il a posé des questions sur ce qu'on voulait. Et puis ça s'est développé comme ça, quoi. Si vous aussi, vous voulez des chaussures Balao, bah c'est l'occasion. Avec Noël qui arrive, Antoine a décidé de nous offrir 20% sur les chaussures avec le code BALAO20, BALAO 20 sur son site web Balao. Je vous conseille d'aller commander ces chaussures maintenant. Elles sont vraiment super belles comme on peut voir si vous regardez sur la vidéo sur YouTube. Allez, on retourne dans l'épisode. Ça prend combien de temps à produire un petit... Vous en avez produit combien au début? 200 précommandes, c'est ça? Donc 200 chaussures. Ouais, donc on a fait. Ouais, et en fait, on a produit que ce qu'on a vendu. Le Aucun prototype. risque, trop bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a rien avancé. T'es payé aussi? Ben, on s'est autofinancé avec les ventes. Mais donc ils avaient déjà payé au moment de la précommande. Ouais. Trop bien. C'est quoi le prix de lancement? Le prix des ballots, c'est le même prix qu'aujourd'hui. C'est 150 €. Pourquoi Est-ce que c'était une discussion à ce moment-là de pas se dire ok je fais un prix de lancement parce que c'est quand même les tout premiers qui vous font confiance. En plus ils ont aucune idée ça va ressembler à quoi. C'est vrai. Non, on est toujours resté sur le même prix. C'est vrai qu'on aurait pu faire un prix de lancement, mais ça a été juste le calcul du prix, c'est toujours aussi quelque chose de compliqué au début quand tu lances un produit physique. Ouais, où est-ce que tu te positionnes? C'est ça. Tu te positionnes par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport à ta marge que tu dois avoir. Nous, c'est surtout basé sur la marge. On a une marge totalement honnête par rapport à la moyenne de marché, il y en a même en dessous. Mais notre coût de C'est la fabrication, qualité de la c'est ça, et chaussure. notre coût de fabrication est très élevé. On produit en Europe, au Portugal, c'est quasi que des matériaux recyclés. Je pourrais t'expliquer la composition après, mais et tout ça fait que en fait, le coût de production est assez élevé. Et nous, on a juste pris une moyenne du marché de la marge que les autres marques prennent. Et le 150 € est arrivé. On pourrait avoir un prix encore plus élevé,
mais on est resté sur une moyenne tout à fait normale. On sait que le prix est déjà élevé, mais quand on compare avec d'autres marques qui sont faites dans des pays plus lointains, on se rapproche du prix, quoi. Si vous regardez le podcast sur YouTube, vous pouvez voir les belles chaussures. Ça, c'est des petits ballons, là? On les Ouais, voit dans la semelle. exactement. Et les ballons de foot sont dans la semelle. Ils sont pas dans la partie supérieure, parce que tu pourrais croire, hein. Là, ici, ouais, ça c'est du cuir de pomme. Mais on a juste fait un rappel dans le design au ballon de foot. Mais les ballons sont tous les petits bouts que tu vois dans la semelle, et c'est 50% de la semelle. Bah oui, je suis curieux sur les matériaux, du coup. Comment on choisit les matériaux pour une chaussure? Je suppose qu'il y a plein d'aspects qui prennent en compte. Disponibilité, prix, confort du pied. Comment on choisit tout ça? Je suppose qu'il faut un expert pour faire ça. Ouais, bah, c'est de nouveau discussion avec le fabricant. Il pouvait répondre à toutes nos questions, en fait. Et l'agence à qui on travaille. Et moi, mon idée, c'était de dire, OK, ben, on veut utiliser un maximum de matériaux recyclés. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Lui avait d'autres références. Il y a d'autres marques à qui il travaille déjà. Il dit, OK, avec eux, on fait ça, on fait ça. Et donc, ils nous ont proposé pour chaque matériau quelle matière on pouvait recycler. Et donc, pour les lacets, c'est des bouteilles en plastique recyclé. Les lacets, c'est des bouteilles. En plastique recyclé, qui deviennent du coton recyclé. Et puis, tu as le cuir de pomme. Donc, on voulait quelque chose aussi de vegan. Ça faisait partie des tendances qu'on avait aussi ciblées. Que les gens aussi veulent porter aussi du vegan maintenant, ou qu'il n'y ait plus trop d'origine animale. Mais si, voilà, il y a des marques qui fonctionnent très bien en faisant ça. Nous, on voulait plus partir aussi sur cet aspect-là. Et donc, ce que tu peux utiliser aujourd'hui comme faux cuir, c'est du cuir de pomme. Donc ça, c'est des pots de pommes qui récupèrent, qui utilisent du faux cuir. Par contre, dans cette partie blanche, donc le faux cuir, il y a aussi encore un peu de polyester. Il y a 30% dans la matière blanche de polyester, donc du plastique neuf. Parce que tu es obligé d'avoir ça encore pour que la chaussure soit solide et qu'elle se défonce pas, qu'elle tienne dans la durée. Ça va la longévité? Vous êtes Ouais. très content? Bon, forcément au début tu sais pas trop si ça va tenir. Moi je l'ai testé moi-même quand on a eu les premiers prototypes. Tu les Ouais. tu les mets depuis quand, celle-là? C'est là moi depuis 2 ans, donc elles tiennent très bien. On a Elles sont encore en bon état? Ouais. Mais est-ce que tu fais la fête avec? Est-ce que tu teufs avec? Je fais la teuf avec. Elles sont On peut faire la imperméables. teuf avec. Ouais. C'est le plus important. Non, mais on a un très bon retour client. On a même pas 10% de retour sur toutes les ventes qu'on a fait. On a vendu plus de 500 paires aujourd'hui. Mais on a un très bon retour. Forcément, au début, tu peux pas savoir si ça va tenir. Donc, je les ai testés moi-même en faisant du sport avec, en ayant toutes les conditions possibles. Faire de l'escalade Ouais, avec. La montée l'Everest avec les gars, vous pouvez acheter, vous pouvez faire confiance. Non, franchement, elles sont cool. Tu veux faire un coupon de réduction Mind My Business pour acheter des Ben, chaussures? why not, Balao? ouais, si tu veux. Ouais. Vas-y, on peut le créer en live. Tu peux Avec choisir ce que plaisir, tu veux. Tu veux donner combien de pourcents à l'audience? Bon, je sais pas si on pourrait s'arranger, mais Ça va, sans dans souci, la description, il y aura un petit cadeau, on Balao. peut clairement donner un pourcentage. Ça va. Mais ouais, c'est ça que je disais, c'est qu'en fait, nous, on pouvait pas savoir si ça allait tenir. Après, on sentait que c'était quand même quali en les portant, etc. Et après 2 mois de tests nous-mêmes, on s'est dit, OK, il y a quand même moyen de lancer le modèle. Enfin, on s'est dit que c'était solide et c'était faisable. Et donc, on a lancé la première précommande comme ça. Et elle a très bien fonctionné, comme je t'ai dit, mais après, c'était beaucoup d'amis et de potes. Et grâce aux revenus qu'on a eu avec cette première vente, on a réutilisé ces fonds pour continuer à investir dans le marketing et refinancer d'autres stocks. La machine était lancée. Ouais, la machine était lancée. Là, on est en 2023. Là, on est en 2024. Est-ce que... 2023, donc 2023 à 2024, c'était l'incubateur Startlab. Et début du prototypage à ce moment-là. Ouais. Là, on a les prototypes. En fin 2023, on a les prototypes confirmés. Le passage de ton ami vers ton associé actuel, c'est fait en 2024? Oui. Oui, en 2025. Ouais, c'était en 2024. Comment ça s'est fait, cette transition? Mais donc, le cofondateur que j'avais, c'était pas un cofondateur, mais c'était un pote qui m'a rejoint sur le projet, que le projet l'excitait, mais il a jamais rejoint en tant qu'associé. Est parti du projet, je me suis retrouvé tout seul pendant quelques mois. Donc là, fin 2023. Là, c'était... Ouais, non, c'était plus courant 2024, en fait. Parce que c'est fin 2024 que mon cofondateur aujourd'hui m'a rejoint. Donc c'est encore assez récent, quoi. Ouais, c'était très vite. Et en fait, on avait fait la première précommande en mars 2024. En juin 2024, plus ou moins, le pote que j'avais sur le projet est parti. Mais en juin 2024, on a rejoint 4 magasins en physique. C'était la chaîne de magasins Magnette Luxus. On y est encore aujourd'hui. Donc si vous voulez les essayer physiquement, on peut aussi aller là-bas. Comment tu vas me dire via LinkedIn? Comment on met ses chaussures sur Luxus, sur Magnette? Alors comment ça s'est fait? J'ai aussi contacté via LinkedIn. Non mais en plus je te jure c'est vrai. Non mais je suis comme toi. J'ai contacté la CEO, donc j'étais comme mon culot alors que j'ai une petite marque de chaussures. Et direct intéressé.
Je pense que les j'ai CEO eu de aiment la bien chance. l'audace des petites Ouais, marques à peut-être. contacter. Je pense que ça marche bien. Parfois, tu reçois des vents, j'en ai reçu énormément, mais là, elle m'a répondu. Ouais, il faut savoir que sur 2-3 réponses, il y a Ouais, 97 vents derrière, probablement. c'est ça. Ouais, ouais, derrière les beaux partenariats qu'on a et les belles collabs, il y a quand même, comme tu sais, peut-être 90% de non-réponses. Donc voilà, et là, Manette Luxus, ce qui est bien, c'est que c'est une entreprise belge qui est là depuis des années, c'est une familiale, donc c'est toute une famille qui gère l'entreprise. Ils sont partout, ils ont au moins 40 magasins en Belgique. Donc nous, en fait, ça correspondait aux valeurs que Balao défendait. Et ils nous ont fait confiance dès le début, alors qu'on avait un modèle qui venait à peine de se vendre. Et l'aspect durable, que ce soit une marque belge, etc., les a intéressés. Et donc, ils ont dit oui, ok, direct. Et donc, on est rentré dans 4 de leurs magasins. Après, financièrement, je suis totalement honnête là-dessus. C'est pas ce qui est le plus intéressant quand tu es dans des grandes surfaces ou des grands magasins, parce qu'ils vont te prendre énormément de marge. Mais pour la visibilité, je pouvais pas dire non. Et donc, ça permet aussi les gens d'essayer physiquement aussi d'avoir une preuve physique et de les essayer. Donc, vous pouvez tous aller essayer les chaussures chez Luxus et Ouais. après les commander en ligne. C'est ça. Exactement. Bah, c'est là où nous, ça va nous aider financièrement. Et donc, en juin 2024, il y a eu cet aspect-là. Et puis après, pendant l'été, on a relancé des petits stocks avec les revenus qu'on avait. Quand je dis on, là, il était déjà parti, mon pote de l'époque. Donc, je me suis retrouvé tout seul, mais j'ai relancé des ventes et ça se vendait. Mais j'avais pas énormément de moyens au niveau marketing. Donc, je réfléchissais déjà à la suite. Et c'est là où m'est venue l'idée de me dire, OK, pourquoi je vais pas... Enfin, pour moi, je peux pas me limiter qui seulement vendre des chaussures et être en ligne en B2C avec le peu de moyens que j'ai. Soit je lève des fonds ou je fais un énorme prêt. Je voulais pas le faire ça directement. Donc, j'ai réfléchi à essayer de vendre autre chose ou de vendre d'autres types de produits. Mais en fait, je me suis dit pourquoi pas directement collaborer avec des clubs de foot et d'avoir un aspect plus B2B. Et c'est là où j'ai fait un pivot, enfin pas un pivot, mais on reste sur le B2C, mais j'ai rajouté une source de revenus qui est le B2B en proposant au club de faire des chaussures personnalisées, donc des sneakers personnalisés pour les fan shops, fabriqués à partir de leurs ballons. Et donc de nouveau LinkedIn, parce que comme je travaille à côté, j'ai pas non plus énormément de temps pour aller chercher des clients, et donc j'ai contacté tous les clubs de Belgique, presque tous, j'ai fait un Excel Donc et les CEO sur LinkedIn et puis tu envoies les messages. ouais, ou plus des, c'est aussi un conseil, mais j'ai plus visé des profils cibles stratégiques par rapport à ce que toi tu recherches. Donc j'ai regardé des merchandiser managers, il y en a dans les clubs, des marketing managers, ou ceux qui s'occupent de la sustainability dans les clubs. Dans les grands clubs de D1, j'ai direct contacté. Euh, et à ce moment-là, j'ai presque eu aucune réponse, sauf Charleroi, qui a été le premier club qui a bien voulu nous faire un don des ballons. Ok, parce qu'au début, tu parlais même pas encore d'exposer les chaussures, mais simplement récupérer des ballons. En fait, si je reviens dans l'histoire, j'ai peut-être été trop vite, mais quand on a fait le premier prototype, on devait avoir des ballons forcément. Bah, ces premiers ballons sont venus de Charleroi. Parce que avant de proposer ce projet de faire des chaussures personnalisées, j'ai aussi contacté les clubs en amont, mais c'était juste pour la récupération des ballons. Ouais. Et le premier club, c'était Charleroi. Et en fait, tout le prototype et la première collection, c'était des ballons de Sporting de Charleroi, club Merci de Charleroi. Division 1. Ouais, merci Charleroi. Qui, Ça, eux, ça, avaient une ça, c'est des cinquantaine de ballons ballons. Carolo, là? Ouais. Trop bien. Enfin, pour certains, parce que là, c'est des modèles qu'on a ressortis. Donc maintenant, c'est des ballons de l'Union, des ballons du Standard, qui nous ont fait confiance par la suite. Et les ballons, vous les envoyez au Portugal? Et on les a envoyés au Portugal. Comment Et on les envoie encore au Comment on Portugal. envoie des tonnes de ballons? Comment ça se passe? Bon, ça, c'est aussi l'aspect qui nous dérange encore un peu aujourd'hui, le fait qu'on envoie. On va prendre les ballons direct du Portugal. Ouais, ben en fait, ils ont des ballons là-bas, le fabricant, il pourrait avoir des ballons. Mais comme on a des clubs en Belgique maintenant qui veulent nous donner leurs ballons, ben on n'a pas le choix de les envoyer d'ici vers le Portugal. Bon, c'est l'aspect écologique un peu plus, où là, on a plus de pollution, on va dire, mais au moins, on a quand même un autre aspect positif, c'est de récupérer ces déchets dont les clubs font plus rien. Et Sporting Charleroi, ils nous donnaient au moins 50 ballons qui traînaient dans les sacs poubelles. T'as les Portugais, ils sont fous, ces Belges. Ils envoient leurs ballons trouvés au Portugal pour les chaussures, ils les ramènent. Et en fait, comment on a fait? Moi, pour les premiers ballons, c'est la vraie histoire. J'ai commencé à tous les déchirer et les trouer dans mon garage, de nouveau dans ma coloc. Mais ils étaient déjà crevés, les ballons. Ils étaient déjà crevés. T'as pas acheté des beaux ballons que t'as cassés. Non. Sinon, ça n'avait aucun sens. C'était des ballons déjà usés, pétés complètement. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai complètement déchirés, ouverts, etc. J'ai découvert que j'ai des trucs que j'avais jamais vus dans un ballon de foot. Il y a une membrane, il y a une sorte de... Il y a plusieurs couches. Après, c'est que du vide. Après, c'est de l'air, mais il y a toute une membrane à l'intérieur et on découpe tout.
Et après, j'ai essayé de, du coup, occuper le moins d'espace possible pour envoyer ça dans des colis. Et j'ai envoyé ça dans un gros carton où j'ai tout mis dedans. Ça a dû être drôle ta vie en 2023 de travailler en banque, Ouais. puis après se dire, il y a quoi dans le ballon? Ouais, j'étais tout seul, même si j'étais aidé. C'est surtout moi qui faisais quasi tout. Et Ça allait mentalement? ouais, ça allait, mais bon, j'avais quand même beaucoup de fatigue. Après, j'arrivais à. En fait, je jonglais entre beaucoup de choses. J'étais encore consultant à ce moment-là. J'aime énormément faire la fête aussi avec mes amis, etc., et voir mes potes. C'est aussi une grosse priorité dans ma vie. Euh, Après, j'étais aussi en couple. Ça a quand même pris de l'impact sur mon couple. Mais j'arrivais toujours à mettre en priorité mes potes le week-end. Et ça, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. C'est que le week-end, c'est quasi sûr que je vais jamais bosser sur Balao. Euh, mais pendant les soirées. Donc la journée, je vais toujours trouver des moments. Je bosse de fiches H24 sur Balao, mais le week-end, beaucoup moins. Parce que j'ai juste envie de déconnecter et je pense que c'est sain de le faire. C'était quoi ton plus Euh, gros moment down? T'as une idée un petit peu de moment où c'était euh, compliqué? Où c'était plus compliqué, ben ouais, il y a eu la fin de mon couple à ce moment-là. Maintenant, j'ai une autre copine, mais mon couple à ce moment-là a pris quand même cher parce que, bon, pour d'autres raisons, mais le fait que j'avais une entreprise, ça prenait quand même pas mal de temps. Et puis, les downs que j'ai eu, c'est que des fois, je me disais, ça va jamais marcher, pourquoi je fais tout ça Et en semaine, du coup, je travaillais presque tous les soirs en rentrant du taf sur Balavo. Et là, t'as une copine plus conciliante avec ton lifestyle? Ouais, mais elle me soutient énormément. Maintenant, j'arrive aussi à trouver un équilibre. J'ai parfois Mieux quand qu'il même y du a mal. 2-3 ans, hein. Ouais, mieux. Parce qu'il y a 2-3 ans, j'étais vraiment en mode construction de tout le business model. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Là, on a quelque chose de plus stable, même si on est en grosse croissance. Parfois, c'est encore compliqué de déconnecter, encore aujourd'hui. Et je pense que tu le sais aussi, mais de toute façon, tu es obligé de travailler dessus chaque jour. Mais comme je disais, le week-end, j'essaie quand même de mettre beaucoup moins de temps dessus et déconnecter et passer du temps avec mes potes ou ma copine. Après, bon, c'était quand même un exemple qu'on peut lancer son business tout en travaillant sur le côté. Oui. Mais je trouve cet aspect quand même assez challengeant. Moi, je l'ai eu pas, j'ai jamais travaillé, mais j'ai eu un peu cette frustration quand j'étais étudiant parce que j'avais une autre boîte de food avant et j'avais en fait cette frustration constante où dès que j'étudiais ou j'allais en cours, j'étais là, merde, tout ce temps je pourrais le mettre dans mon business. Ouais. Et en fait, je me suis toujours dit si j'étais salarié quelque part, j'aurais cette frustration dans mon job et donc je le ferais pas bien parce que je suis frustré, j'ai envie de Ouais. bosser sur ma startup. Comment t'as su gérer ça, de dire vas-y, je fais bien mon job de consultant et après je ferai bien ma startup? En fait, comme je construisais juste le business model et que le produit n'était pas encore en vente, j'avais pas autant de pression que ça. Je me disais, je vais construire au jour le jour. Après, comme c'est une tendance, j'avais pas envie non plus qu'il y ait déjà une autre marque qui se lance, qui fasse ça. Mais bon, j'essaie quand même d'aller vite le plus possible. Et chaque soir, je faisais une étape en plus dans le business model. J'essayais de développer, de confirmer plein de trucs. Mais c'est au moment où on a commencé à vendre, où là, j'étais encore à plein temps, où là, ça commençait à prendre de l'ampleur. J'avais beaucoup plus de pression parce que tu dois gérer les commandes, la logistique, le stock, etc. C'était le moment le plus dur, tu penses? Ouais, là, c'était le plus chaud parce que. Mais le plus excitant en même temps, hein, donc Le plus c'est toujours excitant dur à aussi. dire. Parce que quand tu fais ta première vente, là, c'est le truc le plus excitant possible, le plus satisfaisant. Parce que ça vient Tout ça, c'était les précommandes alors. Ouais. Parce Alors, que j'avais quand même c'était ton cousin, j'avais quand même des gens aléatoires. Heureusement, j'en avais quelques-uns. Pas que les cousins, etc. Bah, sur 200, je pense bien. Ouais, quand il y en même, avait quand même. À moins que t'aies vraiment un cercle énorme. Quand j'ai eu le premier client, c'est surtout ça qui m'a excité, le premier client que je connaissais pas. Bah là, tu te dis, ok, il y a quand même quelque chose qui peut se faire. Pas forcément dire que ton produit va marcher, mais au moins, tu as une vente. Souvent, ce premier client où t'es là, enfin moi je fais souvent un lien avec les repas que je vendais quand j'étais à l'UNIF. Ouais. T'as tes potes, tu regardes la liste de commandes, ah, ok, c'est mon pote, il est sympa et tout. Et puis un jour, tu vois un nom que tu connais pas, tu te dis, mais c'est qui ce mec? Et là, c'est le plus beau jour de ta vie, Ouais, tu penses que tu vas devenir Elon Musk demain, Ouais. tu deviens fou, quoi. Et c'est un peu, je dirais pas une drogue, mais quand tu as une satisfaction de voir une vente de quelqu'un que tu connais pas, tu dis que en fait, ton produit a du sens et que ça peut marcher. Je me suis pas dit que ça allait d'office me rendre riche ou que ça allait marcher. Mais au moins, j'avais une première vente. Et c'est ça qui m'a mis dedans et me dire, OK, il y a quelque chose à faire. Et donc, on a développé le produit de plus en plus. Et c'est là où où c'était le plus compliqué au niveau temps de travail et charge mentale. Parce que là, j'étais encore à plein temps. Euh, mais sauf que, voilà, on a commencé à de plus en plus vendre en B2C, en retail, on a eu des partenaires. Et comme je t'ai dit, il y a eu cette idée de commencer à vouloir collaborer avec des clubs de foot. Là, on est en fin 2024, parce qu'ici on arrive en fin 2025 déjà. On était en fin 2024 et là, j'ai commencé à recontacter les clubs, mais pour faire des chaussures personnalisées, des sneakers.
Donc plus pour récupérer des ballons, mais pour faire des fan clubs. Les deux. Ok. Donc avec leur ballon, tu fais des On choses. peut faire un fan club si vous avez des Ouais, ballons. c'est ça. chaud, quoi. En fait, pour leur fan shop où ils vendent leurs maillots, leurs accessoires et tout, l'idée c'est d'avoir une partie sneaker personnalisée et du coup réutiliser leur ballon et faire des chaussures avec. Et je suppose trouver les ballons, c'est pas la partie difficile aussi. Ils ont pas tellement de ballons que ça. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer que nos ambitions aussi, c'est d'aller dans d'autres sports. Mais en termes d'impact, ils ont des dizaines de ballons, mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils les donnent à des. Pour les clubs de division 1, ils les donnent aux équipes de jeunes, d'abord aux académies, parce qu'en fait, après un ou deux matchs pour les équipes pro, c'est presque plus utilisable, alors qu'ils sont encore dans un état tout à fait correct. Mais ils donnent aux équipes de jeunes, et après, quand ils commencent vraiment à être abîmés, ils donnent des assos. Donc, ceux de gens qui sont besoin de matériaux du sport, etc. Ils donnent ça à des assos, ou alors ils mettent dans des poubelles, et c'est là où on vient prendre les déchets. Mais ils n'ont pas tellement de ballons que ça pour les clubs de D1. Après, il y a tous les clubs locaux. On a déjà récupéré de clubs amateurs, etc. aussi. Mais pour les clubs de D1, souvent, ouais, ils les donnent directement à des assos. Donc, il n'y en a pas tellement, même si on en a récupéré, nous, quand même quelques centaines maintenant. Et tu dis, ton fournisseur au Portugal, il pourrait trouver des ballons. Ils pourraient trouver des ballons. Si à un moment, vraiment, il n'y a pas moyen d'avoir des ballons, Ouais, il il peut les pourrait trouver. toujours de trouver toute des façon. Ok. C'est juste que nous, on aimait bien le fait de récupérer des déchets qui viennent de Belgique, des clubs qu'on connaît. Et puis, oui, donc cet aspect-là de sneakers personnalisés, on a commencé à contacter des clubs de D1. Il y en a plusieurs qui ont été intéressés. Et le premier partenariat maintenant qu'on a signé, c'était avec la RAL, la Louvière. Et en plus, on les a captés au bon moment parce qu'ils étaient encore en division 2 à ce moment-là. Maintenant, ils sont passés en division 1. Grâce à Balao. Peut-être grâce à Balao. Et on n'y croyait pas. C'est quand les crampons Balao? Ouais. Au final, peut-être qu'on pourra faire des chaussures de foot à un moment donné. Mais c'est déjà beaucoup plus technique. Ouais. Tout ce qui est chaussures de running ou chaussures de foot ou chaussures de sport en général, tu as quand même des semelles qui sont très particuliers. Tu vas avoir un confort. Ouais, c'est tout un R&D à faire. Ouais, quand même. Alors, contrairement à des sneakers qui sont plus lifestyle comme les nôtres, ben là, tu as quand même beaucoup moins de recherche et développement. Et donc, avec la RAL La Louvière, l'idée, c'était de développer des chaussures personnalisées, réutiliser leur ballon pour le faire, et après vendre ça dans leur fan shop, mais aussi donner au staff de leur club. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé de nouveau LinkedIn, je fais que de LinkedIn, contacter tous les autres clubs. Le Standard a été intéressé, et puis d'autres clubs aussi. L'Union, on a su récupérer leur ballon, on n'a pas encore fait de collection spécialisée. Mais en tout cas, en deux partenaires maintenant qu'on a, c'est la RAL La Louvière et le Standard de Liège. Et on a signé récemment avec Spa-Francorchamps. Et c'est ça que j'allais te dire, les ambitions qu'on a maintenant aujourd'hui. Là, je vais peut-être un peu vite dans le temps. Ah non, c'est bien. Mais, Je suis curieux. Qu'est-ce qui se passe? mais maintenant, l'idée, c'est de se développer dans chaque sport où on pourrait réutiliser les déchets. Donc, le prochain modèle sera faire partir de balles de tennis et de paddle. Là, il y a beaucoup plus de balles dans la nature. Enfin, si tu as déjà joué au tennis, tu sais qu'après 2-3 matchs, tes balles sont C'est déjà. plus facile de trouver des balles de tennis. Ouais, elles sont déjà beaucoup plus. Bon, il y a beaucoup plus dans la nature. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose. On sait qu'on peut faire des semelles aussi avec des balles de tennis. Et pourquoi on met pas les balles au-dessus? C'est que c'est beaucoup moins optimal niveau solidité d'essayer de mettre des ballons de foot au-dessus. On a réfléchi à le faire, mais au final, c'est surtout dans la semelle que tu peux le faire. Est-ce que ça va pas un peu vite déjà de partir sur d'autres sports? Quelle est ta vision sur ça? Le fait de bien développer la partie foot avant de passer à d'autres trucs? Non, pas forcément, parce que, allez, on s'est dit justement qu'il y avait beaucoup plus de déchets dans le tennis. Dans le foot, il y en a quand même moins. Mais dans le foot, on s'est dit, on va quand même continuer à travailler sur ce modèle-là. On va pas l'abandonner. Quand on va le refresh, on va mettre la semelle blanche. On va l'innover. Enfin, ouais, on va changer un peu ce modèle-là. On va continuer à le vendre quand même. Il faut pas réinventer la roue Non. ce que vous avez fait, quoi. Et basé sur le feedback des gens qui ont donné même le feedback négatif sur ces chaussures-là, ben, on va améliorer le modèle, on va continuer à le vendre. Mais à côté de ça, on veut quand même avoir un catalogue qui se diversifie. Et c'est pour ça qu'on veut aller dans le tennis aussi. Mais comme tu dis, on va pas aller trop vite non plus. Ce modèle à partir de balle de tennis, ça fait quand même quelques mois qu'on le développe. Là, on arrive au 3e prototype. Il y a quoi qui a changé d'une version à l'autre? Ça va être un modèle complètement différent. Au niveau de la Basé sur les forme. retours que les gens ont donnés? Ouais, et oui, sur ce qui marche aussi aujourd'hui. Quand tu prends les New Balance 530 et autres, des modèles comme ça que beaucoup de gens portent, nous, on s'est basé plus là-dessus, sur des modèles qui marchent. Ici, c'est un modèle qui est pas forcément compliqué, mais les couleurs, tout le monde n'aime pas forcément. Puis c'est une chaussure plate, donc il faut aussi. Il y a des gens qui préfèrent avoir des semelles un peu plus en vague, et c'est là que je te fais le lien avec la 530. Et en plus, ce genre de modèle, pour nous, fait plus tennis, fait plus sport. Et donc, ça fait un bon rappel aussi à la chaussure de tennis en général, même si ce ne sera pas une chaussure de tennis, c'est une chaussure lifestyle de nouveau. Mais ça, ce modèle-là, il va être lancé dans les prochains mois.
pour fin d'année, on espère. Et là, pareil, tu fonctionnes via des précommandes? Non, là, on va investir dans un stock. Parce que forcément, Là, il y a du stock en ce moment sur le on a un e-commerce? peu de stock pour ce modèle-là. Donc, n'hésite pas à aller sur balaochoose.com ou sur chez Magnette, mais forcément, pour nous, c'est mieux d'aller sur le site. Mais tu mettras le lien, j'imagine. Que sur le site. Que sur le site. Ils sont pas chez Luxus, ils sont pas chez Magnet. On a encore un peu de stock. T'as dit, on refinance parfois des stocks. On fait des drops limités, du coup, pour le moment. Combien de temps entre la commande et la réception? C'est environ. Ça dépend. Si on commande 200, 300 paires, t'attends 2 mois. Ça va. Et donc, on commande en avance et puis après, on lance la vente. Et entre le fait. Et pour le client, il attend 3-4 jours. Le client, il attend 3-4 jours pour avoir sa paire. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je trouve ça bien. Si vous passiez par la Chine, par exemple, ou autre, ça prendrait plus, je suppose. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'on a déjà fait une précommande. On a perdu certains clients qui voulaient pas attendre 2-3 mois. Parce que quand tu fais une précommande, c'est cool au début, mais si tu fonctionnes que par précommande, il y a quand même le temps d'attente. Et moi, de ce que je pensais, et ce que j'avais proposé à Arthur, qui est mon cofondateur aujourd'hui, du coup, on pourra revenir à lui, c'était d'avoir un délai qui est fait pas du tout. Moi, je veux pas que le client attende 3 mois pour à chaque fois avoir sa paire de chaussures. Parce que sinon, tu vas sur un autre site, t'achètes une autre marque tu l'as plus 2 jours connue et après, tu l'as en 2 jours, quoi. Et donc, mon but, c'était quand même d'essayer de financer un stock. Et donc, on finance des stocks limités, parce que le stock, c'est aussi un impact environnemental de tenir un stock. Même si jusqu'aujourd'hui, il était chez nous. Et on a tout fait presque que nous-mêmes. Pour toutes les centaines de paires, j'ai moi qui ai fait tous les colis. Les envois par Arthur la aussi. poste. Bipost, c'est nous qui faisons tous les colis. T'es devenu un habitué. Ouais, de fou. Antoine. Tout le temps, Bipost. Et maintenant qu'on se développe et qu'on grandit, le but, c'est de partir vers un partenaire logistique qui s'occupe du stock et qui s'occupe d'envoyer tous les colis, etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ça va être un chouette step, ça. Ouais, là, c'est un big step. Donc là, c'est encore chez vous, là, pour l'instant? C'est encore chez nous. Mais maintenant, sur les prochains stocks qu'on va commander, surtout pour ce deuxième modèle qui va arriver en fin d'année, ce sera via un partenaire logistique où on va tout optimiser, tout automatiser via notre site aussi, e-commerce, qu'on fait via Shopify. C'est un conseil en fait Shopify. Pour moi, c'est aussi hyper facile. Il y a Odoo et autres, mais nous, c'est un e-commerce qu'on a pu construire sans avoir de connaissances IT. Vous l'avez fait vous-même, du coup? Ouais. On a acheté un thème et on a juste custom. Et puis voilà. Et puis pour la première collection, c'est là où je conseille que, pour un projet comme ça, il ne faut pas forcément avoir énormément de moyens, parce que de nouveau, j'ai contacté un pote photographe qui savait faire de belles photos. On a fait un shooting avec 2-3 mannequins qu'il connaissait. Je pense qu'on se dit tout de suite, produit physique, waouh, investissement massif. Ouais, pas du tout, forcément. Si tu fais une première précommande, et si que ça, il faut que ça marche quand même, tu as des premiers revenus qui te permettent de continuer un peu financer ta boîte, et puis tu t'en finances comme ça. Après, tu peux très bien faire des petits prêts, etc. On en a quand même fait. On a fait 1 ou 2 prêts de 10-20 000 euros qui nous permet quand même d'avoir un fonds de roulement et de continuer à développer le site et le marketing. Et puis en fait, on s'est autofinancé grâce aux ventes. Et maintenant, là maintenant, j'arrive à la dernière step déjà en fin 2025. Mais là, on est en processus de levée de fonds pour avoir des ambitions plus européennes même si l'Europe, ça arrivera. Quand je dis l'Europe, c'est France, Luxembourg et les pays un peu voisins. Là, vous expédiez qu'en Belgique pour l'instant? Ouais, et surtout en Wallonie-Bruxelles. Donc, dans l'année prochaine et dans 2 ans, ce sera de s'établir aussi en Flandre et dans toute la Belgique, de vraiment être solide au niveau de la Belgique. Et dans 2-3 ans... En soi, là, il n'y a rien qui vous retient. Si un Flamand qui veut commander une paire, vous pouvez l'expédier. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on voudrait avoir une com adaptée. Ouais, on voudrait avoir une com adaptée. Votre site est quoi? Juste en français, anglais? Là, pour le moment, c'est surtout en français. Tu peux le traduire automatiquement, mais on n'a même pas de traduction. Et notre com, maintenant, on a commencé en anglais, mais on s'est dit qu'on avait une communauté d'abord francophone, donc notre com, maintenant, elle est en français. Mais on veut repartir sur l'anglais potentiellement. Et là, ce sera le but de développer en Flandre, et pourquoi pas être dans beaucoup de boutiques spécialisées en Flandre, notamment à Anvers ou Gand, où ils ont beaucoup de boutiques de mode. Et là, ça nous permettrait vraiment de s'installer en Belgique, et après, on passerait sur Luxembourg, Pays-Bas et France. Et puis se développer comme ça. Et donc cette levée de fonds permettrait surtout à se développer au niveau international, se payer. Donc potentiellement que nous deux, moi et Arthur, on parte en plein temps. Donc Arthur, tu m'as dit, lui aussi est encore salarié dans... Ouais. Et comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, mais donc, je l'ai rencontré en soirée, on a hyper sympathisé. Donc les deux cofondateurs, le premier et puis le deuxième, les deux en soirée. Ouais, c'est ça. Très bien. Sortez tous en soirée si vous voulez lancer une boîte. Et il y a des grandes idées qui sortent de soirée. Des grandes idées, ouais. Et lui, on est devenu potes
assez rapidement. Il y a eu un feeling et pas que potes au niveau amical, mais aussi professionnel. Et lui était freelance, il l'est toujours aujourd'hui en marketing digital. Il travaille pour des gros clients et il était vraiment excité par le projet. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais qui est aussi passionné par Balao et qui pourrait être Il y a toujours un utile. gap d'intensité et de fascination pour le projet entre le fondateur initial qui a mis les premiers cubes sur la table versus quelqu'un qui rejoint plus tard. Ouais, Et comment tu as pu gérer ce cas? Parce que c'est sûr que cette personne, en tout cas au début, va pas être aussi à fond que toi. ouais, c'est Toi, sûr. c'était ton bébé. C'est ça. Mais en fait, allez, après beaucoup de temps, j'ai commencé aussi je me suis inspiré de beaucoup d'autres entreprises, d'autres projets entrepreneuriaux, etc. Et on m'a toujours conseillé, et sa barre de conseils que j'écoutais, de ne pas être amoureux de son projet, même si je l'ai été au début et pendant longtemps. Et en fait, après discussion avec Arthur, je savais qu'il avait beaucoup d'idées intéressantes à apporter. Et quand on est arrivé au stade de me dire: «OK, il peut potentiellement rejoindre le projet», je me suis toujours dit: «J'ai pas envie non plus qu'il change toute l'entreprise». Mais c'était pas ça, c'est juste que j'avais un a priori. Il avait que des bonnes idées, mais j'étais en mode: «J'ai pas envie qu'il change tout ce que j'ai construit». Mais c'était plus quelqu'un qui venait avec des nouvelles idées et en fait, j'ai pris assez de recul pour me dire, en fait, c'est une démarche positive et c'est pas quelqu'un qui vient de voler ton projet. Il vient t'aider, il veut travailler avec toi. Et donc je l'ai plus pris comme ça, même si forcément au début, tu as du mal à lâcher et à te dire, Ouais, il y a une part d'ego aussi dans tout ouais, ça. ouais, carrément. Et même le feedback négatif, le Start Lab m'a appris à accepter le feedback négatif que tu peux avoir de certains clients ou autres. Il faut Pas pas le vivre prendre comme une mal. agression. Mais c'est Ouais, ça le c'est problème ça. aussi en étant amoureux de son projet, c'est que chaque feedback qui aide Ça. à trouver un product market fit meilleur, tu le vis comme une agression et Ouais. pas un service, quoi. Alors qu'au final, c'est une aide et c'est un conseil. Euh, et il faut pas. Allez, pour moi, je me détache de mon produit. Je pense qu'un fondateur qui communique beaucoup sur son entreprise est super utile et super allez, pertinent. Quand tu incarnes ton entreprise, c'est bien. Faut pas trop l'incarner non plus. C'est quoi les limites? Ben, allez, les limites, c'est qu'on on se dise pas, par exemple, Balao, c'est Antoine et Antoine, c'est Balao. J'incarne l'entreprise dans le fait que je fais beaucoup de com derrière et que voilà. Mais, mais tout ce qui est de Balao, c'est pas que moi. Et voilà, donc l'entreprise n'est pas égale à Antoine ou l'entreprise n'est pas égale à Arthur. C'est notre projet, mais voilà, c'est pas notre vie non plus. C'est pas facile à faire, hein. Ouais. Donc comme tu dis, c'est un bébé, mais c'est pas un bébé que nous on a créé humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste une entreprise et un produit physique. Et au final, moi le conseil que j'ai, c'est que j'ai eu assez de recul aujourd'hui pour me dire, même si ça marche plus un jour, je pourrais passer sur autre chose. Donc, je suis pas un grand passionné de chaussures, hein. J'adore les sneakers, etc. Mais je pourrais passer sur un autre projet si je sens que ça marche plus et que je veux passer sur autre chose. Je pense que toutes les choses de la vie, on fait les choses mieux et on est plus efficace et on profite plus quand justement on arrive à se dire en fait toute chose peut avoir une fin. C'est ça. Je pense que ce soit dans l'amitié, les relations de couple ou dans les entreprises, se dire que bah voilà, on n'est pas dépendant de cette chose-là dans tous les cas, même si l'entreprise arrête demain, bah, je vais pas en mourir et c'est ok. Ça. Alors que quand on est vraiment à fond dans le truc, c'est bien. Et je trouve très intéressant, c'est le point où tu dis Antoine égale Balao, Balao égale Antoine. Moi j'avais eu ça avec MyGreen. Où ton cercle privé devient un peu plus comment ça va Sacha, comment ça va MyGreen. Ouais. Et là en fait toute ta vie tourne autour de ça. Ouais. Et le problème que j'avais avec ça, c'est que c'était mon mood personnel était quasiment à 100% corrélé avec comment allait l'entreprise. Ouais. Et donc quand l'entreprise allait bien, je sais que les gens allaient me demander, donc ça va, j'allais bien, j'étais en forme. Et quand ça allait mal, bah, j'étais vraiment mal. Ouais. Et ça c'était un gros travail. J'ai pris plusieurs années à pouvoir vraiment décorréler un peu mon émotion personnelle à la situation de l'entreprise. Et je pense que c'est pas quelque chose de facile à faire. Je pense peut-être des gens ont plus de facilité à le faire, mais je pense que c'est facile. C'est Ouais, pas il y a très aussi, facile. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je l'ai encore aujourd'hui, le fait que quand tu arrives en soirée et que tu as communiqué quelque chose de positif par rapport à l'entreprise, en disant félicitations, 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 ça te met aussi mal à l'aise par rapport à d'autres personnes qui ont pas forcément de gros highlights mais qui vivent leur vie normale et qui se disent ok, on parle que de lui. Moi, des fois, je me sens mal à l'aise, tu vois. C'est pas en termes de ça fait plaisir quand on te le dit, mais moi, quand je sors avec mes potes, c'est pour parler d'autre chose, tu vois. Donc, c'est cool qu'ils s'y intéressent, mais parler que de ça, et comme tu dis, dès que j'arrive quelque part et qu'on me dit ah, comment ça va, bah là-haut, ma vie ne se résume pas qu'à ça. Le plus simple, mec, tu fais un truc, personne comprend rien, tu fais un truc technique, comme Ouais. ça, les gens ils parlent 30 secondes, Ouais, c'est ils comprennent rien, et puis on arrête. Ouais. Là, les chaussures, tout le Ouais. monde peut en discuter, quoi. Et puis forcément, comme tu dis, quand c'est négatif, ben, les gens vont pas forcément moins en parler. Et tu seras. C'est peut-être à côté belge, je sais pas ce que j'ai, peut-être un cliché à dire ça, mais euh, si c'est négatif, toi, tu vas peut-être pas en parler. Mais les gens parleront moins de toi aussi.
Mais quand tu vas sortir une grosse collab comme nous on fait avec Balao, bah là tout le monde vient de parler et c'est très bien, là, là, là. Mais voilà, et puis moi aussi j'ai d'autres chaussures, donc ça c'est encore une histoire marrante. Mais dès que Tu j'arrive mets en... pas tes balais Ouais, c'est ça. Tu crois pas en ton produit, t'aimes pas? Je les mets les 3 quarts du temps. Elles sont là depuis, elles sont sorties il y a 2 ans. Je travaille tout le temps dessus et je peux presque plus me les voir. Donc moi, je conseille totalement à n'importe qui d'avoir des Balao. Moi, en tant que fondateur de la marque, j'ai envie de passer aussi sur un autre modèle et de passer à autre chose parce que bon, je les porte presque tout le temps et en soirée, on me dit souvent pourquoi tu portes pas tes Balao alors que j'ai d'autres marques de chaussures. Là, si t'avais pas les balais, je t'aurais posé la question, Ouais. c'est clair. Hein. Même si, voilà, j'adore faire de la pub pour la marque et je défends le produit, j'ai d'autres chaussures aussi, tu vois. Quand tu vas au travail, tu mets les balais. Je les mets parfois, ouais. Je les mets parfois. Mais bon, de nouveau, c'est pas des chaussures. Combien de paires de balais? Bon, j'en ai quand même. Je dois avoir 4-5 paires. Un truc comme ça, ouais. Donc, même si elles tiennent, voilà, elles tiennent vraiment longtemps, mais comme on a 3 couleurs différentes, j'ai quand même 4 paires. Mais voilà, ça c'est le côté, je dirais, il faut pas trop être affilié à ton entreprise, même si tu peux l'incarner pour faire de la pub et voilà, et montrer que tu es le fondateur, mais tu dois pas être amoureux de ton projet, ça c'est sûr et certain. Ça c'est un conseil d'office à donner. Et alors, bah, du coup, ça a permis de me dire, Arthur, je peux lui faire confiance. Il a justement un profil que je recherchais dans le marketing. Moi, je suis beaucoup moins expert. Il a travaillé pour des gros clients. Je savais ce qu'il pouvait proposer. Il m'avait d'abord dit ce qu'il pouvait faire pour Balao. Il a d'abord travaillé, on va dire, gratuitement pour Balao. Donc, je voulais d'abord aussi voir ce qu'il faisait, comment on travaillait ensemble, avant de le prendre directement en associé. Donc, on a un peu testé le terrain. En soi, vous n'avez pas non plus énormément de recul. Là, vous avez 10 mois, à peu près. Ouais, ça a été très vite. Mais en fait, après quelques semaines, j'ai vu comment il travaillait, comment on travaillait ensemble. Je pense qu'en entrepreneuriat, avec les associations, qu'on compare souvent des mariages, il y a toujours cette phase de honeymoon phase où Oui. au début tout se passe bien. À un moment, c'est sûr que vous allez avoir Ouais. des altercations ou quoi. D'où l'intérêt, tu l'as mentionné, du pacte d'actionnaires, toutes ces choses-là à prendre en compte. Je te disais il y a l'épisode 25 avec Franck Debu, un avocat en pacte d'actionnaires, où il dit il y a quelque chose dans la société où c'est super tabou de parler de ça. Les gens les font, c'est super sous-estimé. Peu d'entrepreneurs le font au final. Quand on regarde le nombre de sociétés qui sont créées avec plusieurs associés où il y a un pacte d'actionnaires, comment tu as pu gérer correctement ces choses-là avec Arthur, pardon. Arthur, ouais. Avec Arthur, parce que c'est une situation quand même assez tendue, le fait qu'il il est rejoint par après. C'est quoi les choses que vous avez mis sur la table pour vous mettre d'accord sur un chiffre, sur comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Ouais. Est-ce que vous avez Comme mis tu du dis, c'est un sujet vesting? qui peut être parfois dans certaines entreprises start-up pas directement communiqué, ou en tout cas on n'en parle pas direct. Moi je voulais en parler direct, Arthur aussi, parce qu'on voulait pas mettre de malaise là-dessus. Quand je dis là-dessus, c'est sur le potentiel nombre de parts qu'il pourrait avoir. Euh, Lui, ce qu'il a proposé, c'était d'investir dans un stock pour un certain nombre d'argent, pour montrer qu'il est là et qu'il est sérieux. D'avoir du skin in the C'est game. ça, et le fait qu'il investisse dans le projet lui-même m'a montré déjà qu'il était crédible et qu'il voulait vraiment être impliqué dans le projet en tant qu'associé. Donc on est parti sur un certain nombre de parts. Moi je lui ai dit dès le début que je voulais rester majoritaire. Ça il le savait, ça a été clair. Il n'y a En même pas eu soi, ça d'objection. fait énormément de C'est sens. ça. Et c'est juste parce que je suis à la fondation du projet et j'avais envie de rester propriétaire, même si je fonctionne dans plus le mérite. Et si je voyais qu'en fait qu'il travaillait euh, allez, qui travaillait de manière conséquente et qui travaillait autant que moi, bah, pourquoi pas augmenter ses parts? Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps, tout en restant sur cette base de moi rester majoritaire. Et donc lui, il a continué à investir parce que son but c'était aussi d'investir dans plusieurs stocks ou dans le marketing pour montrer que. Et en fait, il essaie de rejoindre ce que j'avais mis moi personnellement depuis le début. C'était un peu notre optique. Je En veux dire, en argent, vrai, c'est logique parce si qu'après, il y a tout l'apport en temps Oui, c'est ça. Il y a l'apport en temps qui est difficilement différent. rattrapable. C'est ça. C'est pour ça que je reste majoritaire aussi. Mais il a essayé de rejoindre quand même l'investissement financier que j'avais mis. C'est ce qu'il a fait. Et après, ben, là, en 2025, je suis resté jusqu'en début 2025 personne physique à mon nom. Mais comme maintenant, il avait rejoint l'apport financier, il travaillait autant que moi dessus, tout en ayant sa boîte à côté. On s'est dit, OK, on va créer la SARL, on va faire les choses bien. Et dans notre tête, c'était aussi clair. On n'avait pas, avant la SARL, mis quelque chose sur papier, même si je conseille, comme tu dis, de faire un pacte d'actionnaires. Soit il y a eu quoi? Il y a eu 3 mois. Ouais, mais il faut le faire quand même. Parce que, allez, même si tu passes pas en SARL directement, il faut être clair directement là-dessus. Euh,
Et puis après, quand on a créé la SARL, c'était clair sur le nombre de parts, on les a mises. Et puis, allez, moi, je suis pas fermé à aussi augmenter ses parts, mais je veux rester propriétaire, comme je le disais. De toute façon, c'est pour ça que les vestings aussi existent, Ouais, qu'il puisse continuer à prouver son implication au fur et à mesure du projet, débloquer les parts, faire Ça. ça. et puis voilà. Et puis maintenant, comme je t'ai dit, comme on est en processus de levée de fonds, on va diluer des parts, forcément. Tu vas ne plus être majoritaire, peut-être alors? Je serai majoritaire par rapport au total, si. Oui, mais tu vas potentiellement passer en dessous des 50 En fait, alors. je passerai moi en dessous de 50 forcément, mais par rapport à lui et le reste, je serai majoritaire, mais je serai plus au-dessus de 50% normalement. On verra comment les choses vont. On est en processus de levée et là, on est aussi mis d'accord directement. Donc ça, c'est une discussion à avoir. En fait, souvent même de se dire qu'est-ce que toi tu as en tête si tu as pris un cofondateur sur le tas ou que tu l'as pris plus tard, il faut direct tout le temps lui demander, pas tout le temps, mais est-ce que toi dans ta tête c'est clair sur le nombre de parts que tu as? Est-ce que c'est justifié pour toi? Si c'est pas justifié pour le fondateur que tu as pris, reparle-en lui parce que sinon. De toute façon, je trouve que c'est super important parce que je trouve donc j'ai un associé aussi dans Boldis, et je trouve que ce qui est super important, c'est parce qu'on est toujours dans l'opérationnel, ok, il y a plein de trucs à faire, il y a mille trucs à faire, mais je trouve ça primordial et j'ai vu ce conseil pendant des années avant de l'appliquer maintenant, depuis quasiment un an, mais se bloquer des moments pour pas parler de l'opérationnel. Mec, comment tu vas? Ouais, Tu vois? totalement. T'es content? Ça va? C'est quoi le problème? Enfin, juste 1 heure par semaine, donc c'est ce qu'on fait. Bah, ça va? Comment ça se passe? T'es content avec comment Ça, ça t'as raison, évolue? parce Ce que que tu fais au jour le jour, c'est ce que t'avais en tête? ouais, parfois on le fait pas assez. Il y a plein de semaines où on le fait pas assez. Donc là, on essaye de se mettre des bouffes ou des lunchs où on parle complètement d'autre chose et on se retrouve à deux et on parle, tu vois. On le fait. Là, on le fait moins parce qu'il y a beaucoup de projets. Mais je pense qu'au final, tu as raison, il faudrait le faire chaque semaine. On le fait pas assez. On discute quoi? 5 minutes de dire comment était ton week-end. Et puis bam, ça part direct. Euh, Je dis pas de parler de complètement autre chose, même si c'est bien un peu, mais même juste parler de la boîte, mais pas dans l'opérationnel, pas ce qu'il faut faire, pas ce qu'il faut appeler ce mec lundi, faire ça, juste. Alors, ce que tu fais, est-ce que c'est aligné avec toi, ce que tu as envie de faire, la vision? Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? En fait, ouais, allez, par exemple, avec Arthur, on a chacun des rôles différents dans le sens où, comme je t'ai dit, lui est beaucoup plus sur l'aspect B2C et e-commerce et marketing en général. Et moi, je suis beaucoup sur l'aspect partenariat commercial. Euh, donc, je vais aller chercher plus les partenariats B2B. Là aussi, on s'est distinct là-dessus, sur ces rôles-là, parce qu'on veut pas être sur les mêmes plates-bandes. Parce que ça aussi, c'est un conseil, mais si tu jongles avec les mêmes tâches, Celui qui gère les commandes, la logistique, c'est plus toi alors? c'est la commande logistique, c'est plus lui. Moi, je fais l'aspect commercial dans le sens où maintenant, je suis vraiment focalisé B2B. Donc, je traite avec tous nos partenaires qu'on a. On a énormément de prospects. On va potentiellement signer beaucoup d'autres dans les prochains mois. Et alors, je fais l'aspect gestion aussi générale en fait, de l'entreprise. Donc, tout ce qui est compta, tout ce qu'on voit pas, administratif et autres. Même si évidemment Arthur m'aide aussi. Mais voilà, on essaie toujours de se dire, ok, il y a des choses qu'on peut faire à deux, mais il faut pas tout faire à deux. Et ouais, sinon on se marche sur les pieds. Et on s'est déjà marché sur les pieds. On s'entend très bien. On a déjà eu des conflits où la communication n'était pas bonne parce qu'on parlait parfois par message de manière rapide et par le stress, etc. Il y a eu des mésententes. Et donc on a préféré s'appeler. On s'appelle souvent juste après de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas qu'on s'engueule, mais on se dit, ok, je pense qu'on s'est juste mal compris. Mais c'est sûr que ça arrive, il y a des conflits, comme je te disais au début du podcast, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment des moments où tu es hyper heureux, hyper satisfait, etc. Puis il y a des moments où en fait, tu te questionnes sur la fiabilité et le succès du projet, est-ce que ça va marcher? Et surtout, des fois, ton cofondateur ou tes associés te saoulent juste. Ça peut arriver, mais il faut que tu aies du recul et que tu réagisses pas à chaud, quoi. Et ça, on l'a appris aussi. On a déjà réagi à chaud. Au début, vous mettez sur Non, la non. gueule. Ouais, j'ai défoncé la gueule. Avec la balle à haute. Non, mais moi, j'ai un caractère aussi. J'ai pas un caractère compliqué, mais des fois, je réagis parfois trop à chaud. Et j'ai pris du recul là-dessus. Et Arthur, parfois, aussi a des réactions qu'il voudrait pas avoir. Mais juste qu'on a aussi appris à beaucoup plus se connaître. On se connaissait déjà, mais allez, on se connaît pas depuis qu'on est né. Donc, on a appris à se connaître via l'entreprise aussi.
Moi, j'aime bien voir l'entrepreneuriat comme pas une finalité en soi, mais simplement juste un moyen de se développer personnellement, à Ouais. l'instar de faire du sport ou courir un marathon Ouais. ou une relation, ou peu importe. C'est un aspect de la vie en plus où on peut apprendre des choses sur soi-même et se développer, Totalement. au-delà de se dire, ok, bah, je vais faire telle boîte pour faire ça. Ouais. J'aime bien cette idée de jeu sans fin, ça enlève une partie un peu de pression, de se dire, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, je le fais pour me développer Ouais. moi. Et ça, il y a peu de métriques pour analyser est-ce que je suis vraiment en train de Ouais, grandir, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, parce que tu travailles sur tellement d'aspects différents, tu commences à te connaître toi-même, tu sais quel aspect t'aimes pas. Et c'est ça intéressant avec une startup, c'est que tu es obligé de travailler sur tout, le marketing, la finance, la compta et autres. Et tu sais en fait les sujets de la vie ou sujets professionnels t'aimeras pas. Moi, je sais que le côté, vraiment le marketing, c'est pas fait pour moi, le contenu, les gestes de contenu. Mais j'adore le côté commercial, j'adore le côté sales. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi en lançant Balao. Ouais, non, on se découvre sur ces aspects-là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, ouais. Donc voilà. Et donc maintenant, bon, ça se passe toujours très bien et on a ce processus de levée de fonds qui va nous permettre de se développer. Là, on a signé récemment, on a annoncé la collaboration avec Spa-Francorchamps. Et ça, de nouveau, je rejoins le fait que lier passion et ton entreprise, c'est génial parce que moi, je suis fan automobile, de Formule 1 aussi. Et j'aurais jamais pensé. Les roues des Formule 1, on va les mettre dans les semelles aussi ou? Ben, pas encore la Formule 1, parce que c'est plus compliqué. Pourquoi c'est Il y plus a pas mal compliqué? de pneus qui pètent quand même. Ouais, ouais, mais là, il y a surtout un secret de fabrication derrière les pneus de Formule 1. T'as pas le droit de les récupérer? Tu peux pas les récupérer comme ça. Tu dois avoir des accords, etc., avec Pirelli, par exemple, qui fait les pneus de Formule 1. Parce qu'on a parlé avec le Grand Prix de Spa. C'est deux équipes différentes. Tu as le Spa Grand Prix, qui toute l'année s'occupe de l'organisation du Grand Prix de Formule 1. Et tu as le circuit de Spa-Francorchamps, qui fait tous les autres events et qui s'occupe aussi de louer pour le Spa Grand Prix. Donc on a d'abord parlé avec le Grand Prix de Formule 1, qui était super intéressé, mais comme Pirelli, c'était plus compliqué pour eux qu'on réutilise leurs pneus. On n'est pas parti sur la Formule 1 directement, même si on espère toujours intégrer ce monde à un moment donné. Parce qu'en en fait, on aimerait bien directement collaborer avec les écuries au lieu d'attirer les grands prix. Et en fait, le circuit de Spa-Francorchamps, pourquoi on en est venu à leur parler, c'est que notre fabricant, en fait, il est hyper communicatif. Il nous dit en fait des tendances qui viennent aussi chez lui. Et il nous a dit qu'il développait aussi des chaussures à partir de pneus. Et donc moi, dans ma tête, un peu en rôle commercial, je me suis dit, ok, il y a vraiment peut-être une dinguerie à faire de nouveau. Et donc j'ai été au culot à aller contacter de nouveau sur LinkedIn le directeur de Spa-Francorchamps et je lui ai dit en fait est-ce que tu serais intéressé pour ton fan shop d'avoir des sneakers personnalisés et même pour ton staff Spa-Francorchamps X Balao mais fait à partir de pneus qui ont été utilisés sur le circuit. Donc j'ai fait 2-3 rencontres à Spa-Francorchamps de Bruxelles, donc je faisais à chaque fois l'aller-retour tout en jonglant avec mon taf donc, pour te dire les horaires que j'avais. Parce que là, ton journée off, c'est le mercredi ou? C'est le mercredi. Ça tombait bien en fait. Ouais, ça tombait bien. Et donc c'est pour ça que ouais, là je suis en 4/5e du coup. Parce qu'au fil du temps, vu que ça marchait, j'ai dû réduire mon temps parce que c'était plus possible de. Comme je t'ai dit, c'était plus ou moins facile quand on développait le business model. Là, une fois que ça vend, Logistique, on a etc., plein de c'était- collabs, on a plein de meetings, on a plein. C'est une vraie entreprise maintenant. Et en fait, être à plein temps à côté, c'était plus possible. Donc je suis passé à 4/5e. Euh, il y a l'ambition potentielle de passer à plein temps sur Balao forcément dans les prochains mois ou années, mais je pense que c'est dans les prochaines semaines et mois plutôt. Semaine carrément. Ouais, peut-être, on verra. Mais plus moi, je dirais. Mais dans les quelques mois qui vont suivre. Et, euh, et ouais, avec Francorchamps, comme le fabricant nous avait dit, les gars, si vous voulez, on peut réutiliser des pneus. Je leur ai parlé de ce projet. Mais par contre, entre la première réunion avec eux et le fait de signer maintenant avec eux, c'était 1 an de contact. Et ça, c'est le Ah, B2B. plus tu vas gros, plus les Ouais. cycles de vente sont longs, quoi. Quand tu traites avec des grosses entreprises qui peuvent devenir ton La râle partenaire. ça a dû aller plus vite que c'est pas Ouais, Francorchamps, mais ça a mais- quand même duré quelques mois. Ouais, Mais beaucoup plus rapide. ouais, ouais. Beaucoup plus rapide. Quand tu crées des collabs ou que tu fais, pas que des collabs, juste tu as une grosse entreprise en tant que client, il y a tellement d'accords à avoir entre les différents rôles. Il y a le marketing manager, le directeur qui doit approuver. En fait, il y a plein de confirmations qui doivent être faites. Ils doivent avoir leur budget aussi. Est-ce que ce projet est vraiment légitime, pertinent? Et donc, il y a tellement de confirmations qu'ils doivent avoir de leur côté que ça prend beaucoup de temps. Parfois, ils ont d'autres projets en priorité, donc ils disent ok, on aime bien ton produit, mais on a d'autres projets pour le moment. On a ça avec les clubs de Division 1 aussi, quand ils préparent des matchs ou des gros tournois et autres. Parfois, ils ont beaucoup moins le temps de parler. Donc, tu as des fois 2-3 mois de gap où tu n'as plus aucun contact. Puis ils reviennent vers toi. Et donc, il faut juste être persévéré là-dessus. Et puis, je les relance aussi. Et voilà, après, on arrive à la collab où là, c'est signé. Et avec Francorchamps, là, c'est
un partenariat de faire des chaussures personnalisées, mais on a un contrat de licence. Donc, on a le droit pendant un certain nombre de temps, quelques années, de réutiliser la marque Ok. pour faire des accessoires ou des chaussures avec la marque Francorchamps. Excellent. Trop Donc, bien. tu payes un license fee, tu as un contrat de licence, et puis tu as le droit de faire des chaussures avec leur marque, et qui sera vendu potentiellement sur notre fan shop et sur leur site aussi. Et je citais les autres clubs, donc on a aussi le Standard de Liège, on a fait une collection avec eux, ça a été sold out en 50 minutes. Parce qu'en fait, et c'est là où ça a confirmé aussi, parce que c'est nos premiers clubs partenaires, mais ça a confirmé le fait que ça marchait vraiment, le fait de faire des chaussures personnalisées pour les clubs. Et le Standard, ouais, ça a été, il y a eu 2000 précommandes et on a eu une collection de que 50 paires seulement. Ok. Donc en fait, ils sont peut-être rendus compte maintenant qu'ils auraient dû commander peut-être Donc beaucoup la plus. prochaine, ça va Et on bombarder, espère hein. en fait refaire une commande avec eux. Pour le moment, c'est pas dans leur priorité, mais comme ça a très très bien marché, voilà. Et nous, ça nous permet aussi d'aller vers les autres clubs qui on n'est pas partenaires et de leur dire les gars, regardez ce qu'on a fait. Et Francorchamps, du coup, ça nous confirme dans l'idée que ça va d'office marcher parce qu'on a juste annoncé la collab. Le modèle n'est pas encore finalisé. L'avenir est plus B2B que e-commerce, Non, les deux. les deux. Et même presque plus B2C, même, étonnamment. Parce que j'ai l'impression que c'est fan shop. Ouais, moi, je parle beaucoup de ça parce que je suis plus axé là-dessus. Ok. Même si on voudrait que 70% de nos ventes se fassent via le B2C. Parce que les marges sont plus intéressantes. Ouais, aussi. Pas forcément aussi. Ouais, pas forcément, mais surtout que Après, je pense que le B2B vous donne aussi de la visibilité pour du B2C derrière. C'est ça. Ouais, c'est plus ça. Parce que le B2B, le fait que, je t'ai dit, le temps que la collab se monte, la collection, elle peut être vendue en pas longtemps, mais c'est un peu des one-shot. C'est une ambition qu'on voudrait avoir, c'est de développer sur plusieurs années les contrats. Donc faire par exemple des chaussures ouais. différentes chaque année. Chaque saison, il y a Voilà. un nouveau truc. Ouais. Parce que là, c'est des one-shots pour le moment, tu vois. Donc c'est pas forcément intéressant financièrement. Enfin, si, c'est un C'est des shots de visibilité aussi. Oui, mais financier, c'est une grosse somme d'un coup. C'est cool. Mais c'est pas ça qui va nous faire tenir. Il faut des après, c'est revenus dur plus aussi réguliers. d'attribuer vos ventes B2C et qui viennent aussi probablement de one-shot B2B comme ça. Ouais. Donc, Et là, avec Francorchamps, on fait une précommande avec eux, parce que comme ça, eux, ils préfinancent pas de stock, nous non plus. Mais ça, c'est parce que c'est une collab. Hein. Pour nos modèles B2C, on va revenir sur des stocks, mais sur le modèle collab, on va faire des précommandes, parce que du coup, dans les deux parties, il y a moins de risques, il y a beaucoup moins de risques des deux côtés. Eux, comme ça, ils savent que même si c'est un nouveau produit, ils vont pas mettre trop de budget dès le début. Et si ça marche, eux, ils ont une commission et nous, on a presque 80% de la vente. C'est comme ça qu'on va fonctionner avec eux, par exemple. Mais on est confiant sur le fait que ça a marché parce que voilà, on a déjà eu des collabs qui ont très bien fonctionné comme le Standard. Et maintenant, le but, c'est que 2026, c'est quoi le push? B2B, d'autres pays? c'est les autres modèles aussi, le modèle tennis, à partir du tennis. C'est de s'établir en Flandre, d'engager potentiellement un premier profil. Comment on ouvre une nouvelle région, un nouveau pays? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, comme on vend e-commerce, c'est beaucoup plus rapide de se développer, adapter la com. le site web et la com, Ouais. quoi, ouais. T'adaptes la com, t'adaptes un peu ta target. Et un peu de, je sais pas, de customer service à avoir en flamand, je suppose. Oui, aussi, oui, potentiellement. Là, justement, je sais pas si j'en ai parlé du partenaire logistique. Donc, on faisait tout nous-mêmes. Là, le partenaire logistique peut aussi faire du customer service si c'est possible. Donc, on va essayer d'automatiser un maximum de trucs. Et en fait, oui, quand tu vas sur une nouvelle région, il faut que ton customer service soit adapté, mais surtout la com. Et pour nous, de la com va être facilement adaptable. Il faut juste que tu analyses quand même ta cible. Nous, on est en Belgique, donc la Flandre, ça ne devrait pas être trop différent, même s'ils ont des habitudes un peu différentes. Ils ont un budget différent aussi. Mais par exemple, quand on attaquera... Le prix va rester le même pour la Flandre. Ouais. Quand on ira au Luxembourg, par exemple, le Luxembourg, ce sera le premier pays qu'on va attaquer hors Belgique parce que ça reste un petit pays. Ils ont un pouvoir d'achat plus élevé même qu'en Belgique. Et donc, en fait, on s'est dit c'est beaucoup moins de taf d'adapter notre com et notre target si on commence par Luxembourg. Puis si on va au Luxembourg, après, on va aller peut-être faire le Pays-Bas. Et pourquoi ces pays-là? Parce qu'ils consomment aussi durable. Donc, tu analyses un peu les tendances et ce qu'ils consomment avant de se mettre dans un marché. La France est moins intéressante sur l'aspect durabilité Si, mais en fait, il y a beaucoup plus déjà de marques aussi qui marchent bien. Il y a des marques françaises, il y a des marques Veja et autres. Veja, c'est déjà français. Il y a Zeta aussi qui fait des chaussures à partir de aussi d'autres matériaux. Donc, on a quand même beaucoup plus de concurrents là-bas, même si on sait qu'on peut se démarquer avec le fait qu'on réutilise des matériaux du sport. Et alors,
s'inclure dans ces marchés-là en faisant des collabs avec des partenaires importants, ça nous permet de justement se distinguer, d'être connus. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, par Parce exemple. que quand vous entrez un pays, c'est ça, c'est trouver un peu les clubs, les partenariats B2B que vous allez pouvoir faire en Flandre, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Et là, par exemple, la Flandre, moi Ça, j'aimerais. c'est via LinkedIn aussi. Ouais, quasi. Alors qu'au final, si on avait plus de temps, je pense que clairement on pourrait aller sur d'autres canaux et avec le temps que j'ai, le peu de temps que j'ai, je dirais. Alors, quelques semaines, quelques mois, ça sera déjà un peu mieux. Ouais. Putain, mais ça va être un truc de fou pour toi quand tu vas être full-time. Tu vas te dire, ouais, mais j'ai trop de temps, je Ouais, vais ouais, de conquérir fou. le monde, là. Bah, en fait, le fait d'être à 4/5e et d'être 15 jours sur Balao, Ça te force à être efficace Ouais. aussi, non? je C'est suis quoi beaucoup plus les productif. 20-80, Je les mets à actions fond les plus je mets importantes? tout Ouais. sur le mercredi, je mets à fond dessus, je mets pas tous mes meetings, mais il y a des meetings où je les mets parfois le soir quand je rentre, si j'y arrive, pour les autres jours. Bah, pour le mercredi, j'essaie de taffer un maximum. De toute façon, on dit que 20% de nos actions apportent 80% de résultats. Toi, ça te force à trouver les 20% vu que t'as vraiment que 20% de temps, quoi. Donc au final, je suis quand même efficace, productif. Mais bon, comme je t'ai dit, il y a plein de week-ends où j'ai pas le choix de travailler, même si je passe pas tout mon week-end dessus. Il y a quelques heures où je suis obligé de le faire, même pour le côté administratif, côté tout ce que tu dois rendre pour une entreprise. Et voilà, il y a plein de mails. Non, forcément, les mails que des fois j'envoie le week-end, je le programme le lundi matin pour pas, tu sais, avoir une image de quelqu'un qui travaille H24. Tu connais peut-être, mais Moi, j'aime bien travailler la nuit, donc je suis pas ouf d'envoyer un mail à 4h35. ouais, c'est ça. Tu le programmes, tu le mets à 8h du mat. ouais, exact. Et c'est ce que je fais. Mais voilà. Mais Par contre, après, je réponds pas jusqu'à midi, du coup. Ouais. Mais par contre, quand je passerai à plein temps, ça va pas forcément dire que je vais ramener 10 fois plus de partenaires ou on va vendre 10 fois plus. Mais au Même pour moins, toi, pour ton état mental. Je pense ouais, que mon ça état va être mental mieux. sera beaucoup mieux. Parce que là, je passe du coq à l'âne. Je travaille pour une banque où je fais un métier plus dans l'IT, dans cette banque-là, qui n'a rien à voir avec une marque de chaussures. Donc des fois, c'est quand même compliqué de passer de ce métier-là à une marque de chaussures, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis le week-end, voilà, le week-end, je sors avec mes potes, donc vraiment, je passe de plein de trucs différents. Après, j'adore toucher à tout, mais il y a des limites. Et je pense passer à plein temps. Ça disperse un peu ton focus, et après, t'as Ouais, moyen partout aussi. Tu c'est fais trop ça. de choses. En fait, à faire trop de trucs, tu deviens moyen partout. Ouais, moi j'ai longtemps eu ce problème où je faisais trop de trucs, même encore maintenant je fais pas mal de choses, mais je le vois que je suis pas pour avoir un seul projet. C'est un peu, il y a plusieurs écoles sur ça. J'aime bien quand même avoir 2 ou 3 Ouais. choses en même temps parce qu'il y a des synergies qui se mettent et ça te permet de changer ton esprit sur d'autres choses. Mais au-delà de 3, tu vas être juste moyen partout et il y a jamais un truc qui va vraiment décoller. Mais je pense que si tu as plusieurs projets, il faut aussi apprendre à déléguer. Si tu arrives à avoir quelqu'un qui peut t'aider ou qui peut faire un peu. Ouais, mais au début, quand tu démarres un projet, c'est un Ouais. job d'entrepreneur où il faut trouver ton marché, démarrer les choses. Quand tu as une boîte déjà qui tourne, je pense qu'effectivement, mais au début, tu peux pas déléguer de l'entrepreneuriat. Et alors, dans les projets aussi qu'on a pour 2026, bah, c'est d'engager notre premier plein temps. C'est lié à la levée de fonds, je suppose. Oui. C'est à quoi va servir la levée de fonds? Donc, croissance internationale. Donc, internationale, c'est d'abord national, dans le sens où, comme je disais, on va d'abord s'établir en Flandre et dans toute la Belgique. Donc, se développer au Luxembourg, Pays-Bas et France après dans les années qui vont suivre. Le marketing, mettre beaucoup plus dans le marketing digital, avoir beaucoup plus de budget là-dedans pour faire des Facebook Ads et autres. Et alors, engager un premier profil en 2026 à plein temps qui serait un designer. Un designer, carrément. Alors, c'est le profil qu'on s'est dit qui manquait le plus. Parce que. En général, les boîtes recrutent toujours un sales en premier. Ouais, eh ben, en fait, t'as pas forcément besoin d'un sales directement, parce que moi, c'est ce que je fais. Et je dis pas que je vais pouvoir le faire à plein temps et que il faudra déléguer, mais on n'a pas assez. Pour nous, c'est con ce que je vais dire, mais on n'a pas assez de travail pour un sales à plein temps. On va prendre des sales et des marketing pour compléter. En fait, on s'est dit qu'Arthur allait gérer l'équipe marketing et moi l'équipe sales, et qu'on allait prendre des profils peut-être pas freelance, mais peut-être des stagiaires ou des étudiants qui vont nous aider là-dedans. Mais on n'a pas forcément besoin d'un plein temps. Par contre, un designer qui anticipe les tendances, qui développe tout le temps des modèles constamment, parce que c'est ce que tu dois faire dans la mode, ça, c'est un profil qu'on a Il fait besoin. là maintenant, c'est encore sur Fiverr à chaque fois, vous passez les commandes? Non, on travaille avec designer freelance maintenant en Belgique. Pour certaines collabs, parfois on fait un peu de Fiverr, on fait nous-mêmes. Tu peux même faire avec ChatGPT, tu peux faire des designs. Ça, c'est aussi un conseil, mais tu peux avoir des trucs très rapidement. Il n'y avait pas de ChatGPT quand j'ai lancé Balao. Mais maintenant, en fait, si tu dis fais-moi une chaussure avec ces couleurs-là, fais à partir. Il peut déjà te développer quelque chose. Peut-être pas des fiches techniques, mais il peut déjà te développer un design.
Donc ouais, un mec qui en fait travaille à plein temps sur des nouveaux modèles, parce que quand tu vois les marques de chaussures très établies, tu as des modèles quasi toutes les saisons qui sortent, même plus rapides pour certaines marques. Donc quelqu'un qui anticipe les tendances, qui nous conseille sur les matériaux, qui nous conseille sur la partie chaussures, bah ça c'est quelqu'un vraiment qu'on a besoin. Et puis après, oui, il y a des profils CS marketing qui vont compléter l'équipe. Mais au final, on a fait un... T'es pas forcément obligé de faire ça quand tu fais une levée de fonds. On a fait un plan sur 10 ans. Alors que 10 ans, c'est pas forcément réaliste. Tu sais pas trop ce que tu vas être dans Dans 10 un an, ans. peut-être tu fais plus de ballon de foot, tu fais que de Ferrari. Ben, on a fait des moyennes sur ce qu'on gagnait aujourd'hui en revenus et sur ce qu'on pouvait faire dans les Qui s'est prochaines amusé à années. faire ça, c'est toi, du coup? Non, c'est plus Arthur, mais je l'ai fait avec lui et C'est un jeu, quand même, de faire ouais, des business plans, ouais. et on a fait des valorisations, etc. Et donc, on en est venu à la conclusion de dire qu'en fait, qu'on n'a pas besoin de plus que 10 personnes, même sur 10 ans. Euh, par exemple, par rapport à d'autres boîtes dans la tech ou autres, où tu peux être des centaines de gens. Parce que c'est une marque de chaussures, on n'a pas forcément besoin d'énormément de personnes. Euh, mais comme effectivement on essaie de s'établir, enfin on voudrait s'agrandir au niveau européen, bah, si tu vas dans chaque pays, l'idée c'est aussi d'avoir peut-être un sales Un par country pays. manager ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, des country managers ou des gens qui, voilà, si on arrive à vendre dans chaque pays, et qui essayent de trouver des magasins ou des collaborateurs. Et donc là, ça se peut que l'équipe s'agrandisse, mais au final, l'équipe de base, on voit pas plus que 10 personnes sur le long terme. Et puis on sait pas de quoi l'avenir est fait. De nouveau, là, on adore le projet, on est super motivé, mais peut-être que dans 5 ans, on sera sur autre chose, quoi. Voilà. J'aimerais finir avec 2 points. Le premier, c'est sur cette levée de fonds. Comment est-ce qu'on fait une levée de fonds? Comment on choisit ces bons investisseurs qui sont liés à ton domaine? Parce qu'au-delà de l'argent qu'ils vont apporter, ils vont quand même apporter de l'expertise d'industrie, de l'expertise métier. Comment on choisit ça et quelles sont un peu les phases de déroulement d'une levée de fonds? Et puis après, une question finale, en fait, sur ton parcours. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Quels ont été un peu tes apprentissages? Et pour donner un peu un conseil pour entreprendre. Pour la partie levée de fonds, là, nous, on n'a pas encore levé. Du coup, on Vous avez arrive à la démarré fin quand? du dossier. Vous avez démarré quand? On a démarré en début juillet, fin juin. Ok. Là, on est en fin septembre, mais tout notre dossier est finalisé. Sauf que quand je dis dossier finalisé, donc on a travaillé avec un expert comptable qui est expert en levée de fonds, qui nous a aidé à construire notre business plan qu'on avait déjà, mais sur plusieurs années du coup, et voir ce qui était réaliste et en fonction du marché et en fonction de ce qu'on recherchait nous en termes de fonds. Euh, donc là, pour te dire, on vise de lever 1 million d'euros. Mais voilà, derrière ça, il y a plein de calculs, il y a plein de logiques derrière à avoir. Et donc, on est parti sur d'abord, au niveau théorique, qu'est-ce qu'on aurait besoin avec une certaine base d'argent. On avait d'abord commencé avec 500 000. On s'est dit 500 000, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, en fait, on s'est dit que ça peut partir très vite. Si tu investis dans du stock, dans du marketing, ça peut partir très vite. T'engages aussi, tu nous Après, payes. le but aussi, c'est pas, du coup, j'ai pas l'impression Pas que de ça va être vivre sur la proche, mais... levée, ouais. Non, non, oui, bien sûr, Ouais. mais c'est des investissements par palier aussi, où tu peux faire plusieurs levées une fois que tu as Aussi. démontré plus de Ouais, traction. ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, on a commencé en début juillet, fin juin à discuter de ça avec cet expert comptable. Et jusque presque là maintenant, fin septembre, on a réussi à finaliser nos projections qui sont pour nous solides. Et on a tout notre pitch deck. Donc, nous, c'était 2 éléments principaux à développer. C'était un pitch deck, donc c'est des slides sur 30-40 slides. On a fait une version courte de 10 slides. En gros, pour les investisseurs, si tu envoies des investisseurs privés, au moins ils screenent direct et voient si ça les intéresse. Et si ça les intéresse, ils vont dans la version longue. Et là, on a 40 slides derrière s'ils veulent, où on montre toutes nos ambitions, nos stratégies, ce qu'on vend actuellement, etc. Et à côté, les projections financières pour aller encore plus dans les détails. Et ce qui les intéresse dans la version courte, c'est d'avoir les chiffres les plus importants de qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais gagner et qu'est-ce que eux pourraient avoir en part de marché sur le long terme. C'est ce qu'ils ont besoin de voir. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir dans la partie pitch où on contacte, on a déjà 2-3 contacts d'investisseurs privés. Donc nous, on vise LinkedIn? des angels. Pas LinkedIn, c'est via des contacts qu'on a dans le foot. Donc, t'es rentré d'abord dans BS Journals, t'as fait le deal flow. Non, même pas Ah, ok. Angels. Ah, ok. On est en contact avec eux via le Start Lab, mais donc eux soutiennent aussi les startups. Là, c'est via des clubs partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, qui ont des contacts. Dans le foot, tu as quand même des gens qui investissent et là, tu as quand même des contacts intéressants. Ben, on a été introduit à 1 ou 2 investisseurs privés avec qui on discute. Mais c'est quand même chouette de le faire en réseau comme ça, parce que
je trouve c'est très bien les structures comme ça, comme BeAngels ou autres, mais quand tu le fais via ton réseau et via notamment les contacts que tu fais dans ton aventure entrepreneuriale, tu es sûr d'avoir des profils qui sont vraiment pertinents pour ce que tu es en train de construire. Il y a trop de boards où c'est des mecs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, et du coup, il n'y aura pas vraiment ce match, et ça va faire plus de friction qui vont ralentir ton business, même s'ils sont investis. Donc clairement, et donc voilà, ça c'est le processus de levée de fonds. Après, quand tu finis ça, tu dois pitcher. Soit tu le fais via la structure, soit tu le fais via des investisseurs privés, soit il y a d'autres types de financement aussi. Tu n'es pas obligé de passer par des investisseurs privés. Une levée de fonds, c'est pas forcément positif aussi. Il faut avoir des vraies raisons derrière de vouloir le faire. C'est toujours beau sur papier, mais tu n'as pas forcément besoin d'une Le levée stick de dans fonds. l'écho, il sera joli. C'est beau sur papier, mais une levée de fonds, c'est pas forcément positif. Ça veut pas dire que non plus ton entreprise marche du tonnerre. Nous, elle marche bien, mais on a quand même des ambitions de s'établir ailleurs, donc on a besoin quand même de financement plus important. Tu peux vivre sans lever. Après, voilà, ça dépend de tes ambitions. Mais maintenant, nous, voilà, on n'a pas encore levé, on ne sait pas encore les impacts que ça aura. Ça peut complètement changer nos vies parce qu'on se dit, là, ouais, évidemment, on passera à plein temps. Mais ça combien prend du temps. d'investisseurs différents? Quoi ça? C'est a priori combien d'investisseurs différents? On voudrait 2-3 max. On voudrait pas que une seule personne soit, voilà, il met tout vers l'argent et toutes les parts soient chez lui. Quand même qu'il y ait 2-3 personnes un peu divers. Et alors, on veut garder aussi la prise de décision. Donc ça, avec ceux on discute maintenant, c'est clair avec eux. Ils veulent juste voilà, conseiller, mais pas être dans la prise de décision. Parce qu'au final, tu peux devenir... j'ai travaillé en start-up, mon job étudiant, mais... ton patron devient un investisseur, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu deviens en fait un employé de ton investisseur. Donc ça devient un monde... T'es dans l'entrepreneuriat, mais en fait, tu redeviens dans le monde corporate. Et c'est vrai, parce que j'ai vu dans une start-up où je travaillais, où ils avaient aussi levé, et en fait, leur board devenait leur patron. Et ils étaient un peu sous la sellette, quoi. Parce que le board voulait tout le temps des résultats. Mais il y a souvent des situations comme ça, je pense aussi au milieu du freelance, où tu te dis, ok, je vais être indépendant, mais au final, ton patron, c'est ton client, d'une certaine manière. C'est ça, faut faire attention avec ça. Donc maintenant, on arrive à la partie pitch, et on espère que ça aboutira. Et voilà. Donc là, vous allez les voir dans leur bureau, quoi, faire une vraie présentation. Potentiellement, ouais, ou ça peut même passer juste via un Teams. Là, on a eu, en fait, avec l'investisseur avec qui on parle, on a eu une brève introduction, on n'avait encore rien préparé, encore pas de business plan, on l'avait déjà rencontré. Et on l'a juste pitché comme ça au culot. Parce que des fois, ça peut arriver, tu tombes sur quelqu'un qui dit pitch-moi ton truc. Elevator pitch. Ouais, c'est ça. Alors que en fait, t'as rien, t'as pas de pitch deck, t'as pas de projection. Mais s'il est intéressé, il peut déjà être excité. Et alors, comment nous, on a vu aussi qu'on avait un feeling déjà avec cette personne-là. Tu regardes aussi dans quoi il a investi. Tu essaies de voir un peu sa personnalité, ça peut matcher. Tu te bases pas que sur l'argent. Il faut quand même que la personne, ça matche parce que tu vas être en contact quand même souvent avec. Donc c'est un peu comme ça devient un associé au final. Donc il faut que ça matche aussi au niveau un peu personnalité. Et nous, là, pour le moment, on a des bons matchs, même si on n'a pas encore d'offres. Mais c'est aussi, ça prend du temps aussi cette partie, trouver l'invest, parce que il y a la partie préparation de tout ton pitch deck et projection. Ça prend 3-4 mois, en tout cas pour nous. Puis après, tu pitches quoi. Il y en a, ils prennent, j'imagine, presque 1 an ou 2 ans à essayer. Ouais, il y a des roadshows énormes. Et en plus, c'est chiant parce que c'est des périodes où t'es pas full sur ton business. Et donc ça peut être facilement frustrant, ces périodes de levée de fonds. Là, comme on a fini notre dossier, on est un peu plus. Là, on attend des réponses, donc on est plus. On repart sur le projet, mais comme tu dis, si tu prépares la levée, tu dois être à 100% dessus presque. Si t'es que un ou deux fondateurs. Et donc voilà. Et donc pour finir, ce que tu disais en conseil d'entrepreneuriat, pour un projet en tout cas comme Balao. Moi j'aime bien plutôt reformuler la question. Quand tu regardais, tu vois, tu parlais de par exemple ces 6 mois où tu étais en train de penser à ton idée, tu étais au startup, tu pensais au business model, puis après tu as lancé. Quand tu regardes toutes ces périodes-là, pardon, tu vois le Antoine en 2023, 2024, tu ferais quoi différemment? Qu'est-ce que tu lui dirais peut-être? Qu'est-ce que je ferais différemment? C'est une très bonne question. Le temps que tu as pris à produire quelque chose, est-ce que tu trouves qu'il a été pertinent? Je connais pas ton industrie, donc je sais pas trop. En tech, c'est débile de prendre 6 mois avant de réaliser un truc, alors que tu peux le faire très rapidement en quelques jours, quelques semaines. Là, un produit physique, ça prend évidemment plus de temps et plus d'investissement, même si tu peux contourner avec des précommandes, etc. Mais quelle était un peu ta vue avec les démarrages du projet? Moi, ce que j'aurais fait différemment, c'est déjà de développer de manière en plus en profondeur la communauté qui me suivait sur les réseaux. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'avoir, en tout cas ça c'est mon idée, mais d'avoir déjà beaucoup de gens qui te suivent entre guillemets si tu crées du contenu et tu te bases sur cette communauté. En fait, impliquer beaucoup plus les gens qui te suivent depuis le début dans le processus de développement. On est parti sur un modèle parce qu'il fallait bien en lancer un entre guillemets, et c'est aussi dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas trop attendre que ce soit parfait. Essaye de lancer quelque chose qui est quand même solide, hein, que ce soit pas un truc qui ressemble à rien.
Nous, c'est ce qu'on a fait, mais on n'a peut-être pas assez sondé les gens. Je pense que l'étude de marché, savoir vraiment que ça marche, il faut le faire. On l'a peut-être pas en profondeur. Je suis pas assez patient dans ce que je fais. Mais beaucoup d'entrepreneurs sont pas patients. Ouais. Et c'est ça qui est aussi Parfois, notre il faut force, l'être un c'est- peu plus parce que je connaissais peut-être pas toutes les tendances du marché, tout ce qui se faisait aussi sur le marché. Donc je l'ai appris au cours du temps. Mais je pense que j'aurais pris plus de temps à faire une étude de marché un peu plus profonde, de savoir vraiment si ça marche. Nous, heureusement, ça marche. Mais il faut plus étudier aussi. Voilà, c'est un peu mon avis. Mais après, de manière générale. 6 mois, c'est pas forcément très impatient non plus. Hein. Non. Parce que moi, encore. je suis vraiment Il y a trop d'entrepreneurs, tu sais, qui réfléchissent pendant énormément longtemps, et donc on tombe un peu dans ce piège de perfection théorique. Oui. Où au final, bah, tu sauras vraiment ça marche quand les gens mettent leur Ouais. carte pour acheter ta chaussure ou non. C'est sûr. Donc je sais pas trop si. Bah, il y a ça. Et puis alors, je pense que j'aurais dû peut-être aussi plus demander de l'aide sur certains aspects. J'ai peut-être perdu trop de temps sur des choses que je connaissais pas. Donc j'ai perdu trop de temps en fait sur des aspects que j'aurais pu demander à quelqu'un de m'aider. Et voilà. Et vu que c'était tellement mon projet, je voulais presque faire tout moi-même. Et au final, toutes ces soirées où j'ai perdu du temps, j'aurais pu pas le faire remplacer par quelqu'un d'autre, mais être aidé et aller beaucoup plus vite sur certains aspects. C'est juste que moi, je voulais tout contrôler direct, alors que des choses, je serais jamais expert. Et donc, ça, c'est un conseil. N'hésite pas à demander de l'aide sur des gens allez, de ton entourage ou même de ta famille qui s'y connaissent peut-être plus. Et demande-leur, n'hésite pas à leur demander. Et voilà, ils t'aideront et tu iras peut-être de manière beaucoup plus rapide sur certains aspects de développement de ta boîte. Donc, je pense que j'ai perdu trop de temps sur certains aspects, même si ça a quand même été vite. Ouais, ça a été vite pour un produit physique. Après, je sais pas si j'aurais étendu plus le temps, hein, parce qu'au final, je pense que tu peux facilement rester bloqué dans. Vas-y, ça fait 2 ans que je réfléchis à mon projet, mais j'ai aucune chaussure sur la table. Donc, je pense que le temps était. Enfin, je l'aurais pas étendu, en tout cas, Oui. je pense. Après, je suis biaisé, parce qu'en tech, ça va plus vite, mais je suis d'accord avec ça. Il y a le point de. Tu sais, tu parlais, tu demandais si c'était un peu en plus en Belgique ou pas, le fait de partager seulement quand on a un gros achievement. On a fait un. Mais quand ça va pas trop, on n'en parle pas trop. C'est un peu lié aussi, je pense, au début, quand tu sondes un peu ton marché, d'être vraiment ouvert un peu sur tout ce qui se passe. Je trouve cet aspect de transparence quand ça marche vraiment, quand ça va pas trop ou quand ça marche vraiment pas trop. C'est un truc, je sais pas, je m'en rends un peu plus compte, et j'en discute avec d'autres entrepreneurs qui font beaucoup de personal brand là-dessus. C'est dans ces moments-là où et je le vois sur LinkedIn, j'ai réussi à poster tous les jours depuis plus de 200 jours maintenant. Les posts qui marchent le mieux, c'est toujours où tu parles que ça va pas ou que ça va pas. Et bien sûr, les autres, ouais, quand tu fais un truc chouette, bah, ça marche aussi. Mais là où je trouve que tu as plus d'impact aussi business, de partenariat de tes clients, c'est vraiment dans les moments où ça marche pas. Et c'est à partir de ça où tu peux, j'ai l'impression, un peu plus aussi sonder le marché et voir un peu vers, ok, bah, ces gens-là, mes early adopters de chaussures, bah, ils sont vraiment là pour m'aider. Alors que tu peux facilement rester bloqué dans un truc où tu te dis, ok, bah, si ça marche pas, je peux pas en parler. Et donc, quand ça marche pas, c'est tout sur moi et ça va pas. Et donc, je fais un petit lien, mais moi, si un des trucs que j'aurais changé depuis tout le début, c'est cette partie-là de. Et c'est dur parce que ça touche à l'ego, ça touche à l'image, et quand ton projet c'est toi, bah, ça touche à toi directement. Mais lié à ce fait-là de partager quand ça va pas. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est aussi une leçon que j'ai pour moi, c'est de me dire que j'aurais pas dû réagir à chaud aussi sur cette remarque négative que j'avais au début. D'être plus transparent sur ce qui va pas, sur les modèles qui pour nous ne fonctionnent pas. C'est vrai que, allez, tu passes dans des médias, des fois on te demande des choses par rapport à ton produit, et tu vends que ce qui marche. Mais au final, je pense que c'est peut-être aussi la culture chez nous en Belgique. Mais on a peut-être plus de mal et de tabou à vouloir parler de ce qui est négatif de ton projet. Euh, mais ouais, clairement, je pense que j'aurais dû prendre beaucoup plus de recul, mais tu sais pas dès le début quand tu développes ton produit, tu as envie que tout soit parfait. Et quand on t'en parle, tu le prends personnellement, alors que ça ne doit pas. Et maintenant, j'ai appris à plus prendre personnellement. Quand on a annoncé des collabs avec les gros clubs, des gens qui trouvaient les chaussures horribles, il y a encore les gens qui trouvaient les chaussures horribles. Ça reste subjectif, tu vois. C'est un produit de mode, c'est pas un truc qui marchera. Et moi, j'ai l'impression que c'est un produit qui est censé marcher, allez, être vendu à tout le monde et que tout le monde l'aimera. Ben non, parce que ça reste un truc personnel. Enfin, si tu portes ce t-shirt ou moi ce t-shirt, peut-être que moi je l'aime pas et voilà. J'aime bien ton t-shirt. Merci. Mais voilà, je pense que c'est une question de goût aussi, surtout qu'on est dans la mode, donc tout le monde n'aimera pas ça. Et en fait, on l'a appris aussi en annonçant les collabs ou les chaussures avec les clubs. Il y avait plein de commentaires de haineux qui trouvaient ça trop moche ou trop cher. Et ça, ça marche bien. On l'écoute, ouais. Mais on l'accepte aussi, on le prend pas personnellement, alors qu'au début, je le prenais beaucoup plus personnellement. Donc voilà.
ton mot de la fin sur quelqu'un qui nous écoute et qui veut entreprendre ou il vient de commencer à entreprendre. Ça serait quoi le mot principal, basé sur un peu ce qu'on vient de dire maintenant ou de manière générale Persévérer, je dirais. C'est peut-être un mot cliché, mais persévérer, ça permet d'être... Il faut pas aller trop vite non plus. Donc je garde le mot persévérer, mais derrière, ce que je veux dire, c'est que une personne qui se lance, faut pas se dire que tu vas percer en 2 secondes. Ça peut arriver, ça peut aller très vite parfois. Mais tout type de projet, tout type de secteur est différent. C'est parce que nous, ça a été vite en un ou 2 ans que ce sera pareil pour une autre entreprise dans la tech ou dans la... Mais voilà, il faut persévérer et il faut travailler quand même. Il y a quand même le travail qui est derrière. Il faut pas travailler comme un malade. Il faut quand même encore avoir sa vie sociale et tout à côté. Mais ça demande du travail quand même. Il faut l'accepter. Et puis, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. T'es pas inné pour l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont beaucoup plus faciles à entreprendre et qui savent qu'ils veulent faire ça. Mais je pense que ce qui est intéressant de se dire qu'il y a des gens aussi faits pour des... Et c'est tout à fait respectable d'avoir des boulots normaux à travailler de 9h à 17h. On parlait d'impatience, il y a une version risque, il y a toutes ces choses-là qui sont un peu plus innées. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre pendant l'aventure, mais effectivement, je pense qu'il y a des gens... l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui... C'est ça. Et alors moi, pourquoi je travaille encore aujourd'hui, c'est que il faut aussi avoir une stabilité financière, quoi. Ça dépend de ta situation, de ta vie. Mais voilà, moi j'ai quand même un loyer à payer, etc. Et nous, notre but, c'était de tout mettre dans la boîte et pas de se payer directement. Et donc, si t'as une vie, t'as un certain train de vie, il faut savoir le payer. Donc, c'est pas dérangeant d'avoir un boulot à côté, c'est d'avoir une stabilité financière. Et moi, c'était mon objectif, Arthur aussi, c'est de garder de cette stabilité jusque quand on est sûr que ça marche. Tu peux le faire dès le début, passer à 100%. C'est jamais sûr que ça marche, hein, mais oui, c'est ça. moins de chance peut-être. Nous, on est peut-être, on prend beaucoup moins de risques peut-être. Mais au moins, on est sûr d'avoir une stabilité financière. Mais ça prouve qu'il n'y a pas d'excuse à avoir pour se lancer. Ah, je peux pas, je dois travailler pour avoir de l'argent, donc je peux pas lancer ma boîte. Non, c'est pas le cas. Ouais, mais là, voilà, notre but, c'est quand même de quitter ça. Et même si nous, on fait traîner, dans le sens où, comme tu dis, il y aura peut-être toujours des excuses. Au final, de pas se lancer à plein temps. C'est humain, je pense qu'on se ment toujours sur mais si tu as l'occasion, en tout cas, c'est le dernier conseil que je peux donner, c'est si tu as l'occasion de le faire, tu as le temps de le faire, et si tu as un peu d'argent qui te permet de vivre peut-être quelques semaines ou quelques mois pour développer ton projet, fonce, fais-le direct. Si tu n'arrives pas, prends un boulot à côté et essaie de voir si ça marche. Et je suis l'exemple vivant de dire que justement, tu peux essayer de combiner les deux à ton propre rythme, sans te tuer à la tâche, quoi, parce que voilà, les burn-out, ça existe. Donc... Trop cool, merci Antoine. Si quelqu'un lance un projet similaire ou quoi, où est-ce qu'il peut te contacter Sur LinkedIn, du coup. Perdu dans les 14 000 messages des clubs. Non, sur LinkedIn. Antoine Keskes. Ouais, c'est ça. K-E-S. K-E-C-S-K-E-S. Ok, voilà. Non, sur LinkedIn directement, je pense que c'est le plus facile. Ou même sur Insta, via notre page Balao. Tu peux nous contacter directement parce que j'ai aussi ma vie privée. De nouveau, je suis pas Balao, mais via la page Balao, si c'est partagé sur Insta, moi je peux y répondre sans souci. Donc voilà. Le site web balaoshoes.com, c'est ça? Dans la description, on mettra un petit code pour acheter des chaussures. Yes, avec plaisir. moi, je pense que je vais être le premier à l'utiliser le code peut-être. Ouais, parfait. Avec grand plaisir. Antoine, je te remercie. Merci pour l'invitation, Sacha. Bonne chance pour la suite, bonne chance pour la levée, bonne chance pour les nouveaux pays, bonne chance pour les partenariats. On verra ce qui se fait. Et merci à toi et bonne chance aussi pour tes futurs podcasts nombreux, je pense. Ça arrive. Merci.